Paris, en ce mois de novembre, ressemblait à une vieille photographie en noir et blanc que l'on aurait oubliée sous la pluie. Le ciel était bas, lourd, d'un gris de fer qui semblait peser directement sur mes épaules. Il restait 3 jours, 72 heures. C'est le temps qui me séparait du moment où je deviendrais officiellement Madame Louis Fournier. Assise à l'arrière d'un taxi qui se frayait difficilement un chemin à travers les embouteillages de l'avenue Montaigne, je regardais les gouttes d'eau glisser sur la vitre. Elles formaient des rivières éphémères, déformant les lumières de la ville en taches floues, dorées et rouges. J'avais l'impression d'être dans une bulle, isolée du monde, protégée par le ronronnement du moteur et l'odeur de cuir synthétique de la banquette. Sur mes genoux, je tenais fermement un thermos en acier brossé. Il était tiède au toucher. À l'intérieur, il y avait du thé au gingembre et au miel. Pas n'importe quel thé. C'était sa recette. Celle qu'il exigeait après chaque soirée où le cognac avait coulé un peu trop à flot. 7 mesures d'eau, 2 de miel d'acacia, 3 tranches de gingembre écrasé et un zeste de citron jaune pour l'arôme. Je connaissais cette formule par cœur, comme je connaissais la marque de ses chemises, la température exacte de son bain, ou la façon dont il aimait qu'on lui masse les tempes quand le marché boursier chutait. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau beige. Un message de Louis. « Tu arrives, ma tête va exploser. J'ai besoin de toi. » Et du thé. Suivi d'un cœur rouge. Un simple emoji. Un pixel coloré sur un écran froid. Mais pour moi, c'était une promesse. C'était la preuve qu'il avait besoin de moi. Et n'est-ce pas là l'essence de l'amour, être indispensable à l'autre? Je n'ai pas répondu. J'étais presque là. J'ai inconsciemment porté la main à ma poitrine, sous les couches de laine de mon pull. Mes doigts sont tracés le relief familier à travers le tissu. Une ligne dure, irrégulière, qui partait de ma clavicule gauche et plongeait vers mon cœur. La cicatrice. Elle mesurait 15 centimètres. Elle était laide. Elle était boursouflée. Par temps humide comme ce soir, elle me lançait des décharges électriques sourdes, une douleur fantôme qui me rappelait que j'étais vivante. Mais je ne la détestais pas, au contraire. Parfois, devant le miroir, je la regardais avec une sorte de fierté morbide. C'était ma médaille, c'était la preuve irréfutable de mon amour pour Louis. Il y a 3 ans, à Marseille, ce couteau était destiné à sa poitrine. Je n'avais pas réfléchi, je n'avais pas calculé, j'avais juste bougé. Le métal froid, la brûlure, le sang chaud sur mes mains et les cris de Louis. Quand je m'étais réveillée après 3 jours de coma, il était là. Ses yeux étaient hantés rouges, gonflés. Il tenait ma main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Tu m'as sauvée, Camille. Tu m'as donné une seconde vie. Je te le jure, cette vie t'appartient désormais. Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver. » Ces mots étaient gravés en moi. Ils étaient le fondement de notre relation. Ils étaient la raison pour laquelle je pardonnais ses petits défauts. Son égoïsme parfois, son besoin constant d'être admiré, parce qu'au fond, nous étions liés par le sang, par la mort que nous avions trompée ensemble. Le taxi s'est arrêté devant le Velvet. C'était un club de jazz privé, niché discrètement près des Champs-Élysées. Pas d'enseigne néon-criarde, juste une porte en chêne massif et un valet en costume sombre qui connaissait les noms de tous ceux qui comptaient à Paris. Je ne faisais pas partie de ceux qui comptaient, mais j'étais la future femme de Louis Fournier. C'était mon titre, mon passe-droit. « Bonsoir, mademoiselle Moreau », a dit le portier en ouvrant mon parapluie, avant même que je ne pose le pied sur le trottoir mouillé. « Monsieur Fournier est au salon privé, le numéro 3. Merci Jacques. J'ai payé le chauffeur et je suis entrée. Le contraste était saisissant. Dehors, le froid mordant de novembre. Dedans, une chaleur onctueuse, parfumée au bois de cèdre, au tabac blond et au parfum de niche. Un saxophone pleurait une mélodie lente accompagnée par le frottement doux des balais sur une caisse claire. Les lumières étaient tamisées, créant des îlots d'intimité où des hommes en costume sur mesure riaient en effort et où des femmes aux robes scintillantes riaient faux. Je me sentais toujours un peu déplacée ici. Je suis architecte d'intérieur, mon monde est fait de silence, de lignes épurées, de la texture brute de la pierre et de la chaleur du bois. Je préfère l'odeur de la poussière d'un chantier à celle, trop sucrée, de ce genre d'endroit. Mais Louis était un animal social. Il se nourrissait de ça. Des regards, de l'envie dans les yeux des autres hommes, de l'admiration. Et ce soir, c'était sa soirée. Enfin, la fin de sa soirée entre garçons. Je serrais le thermos contre moi, comme un bouclier, et m'avançais dans le couloir feutré. Le tapis rouge étouffait le bruit de mes bottines. J'étais une ombre utile. Le salon numéro 3 était au fond, isolé par des paravents en bois de rose sculpté. C'était une structure magnifique, un travail artisanal du début du siècle,
avec des ajours complexes qui laissaient passer la lumière mais floutaient les formes. J'allais contourner le paravent. J'allais entrer avec mon sourire doux, celui que je réservais pour lui, celui qui disait « Je suis là, je m'occupe de tout ». Mais une voix m'a arrêtée. C'était Antoine Reynaud, le meilleur ami de Louis, son témoin. Un homme que je considérais comme un allié, presque un frère. Sa voix n'était pas celle de la fête, elle était chargée d'une incrédulité choquée. « Tu as perdu la tête, Louis, dis-moi que c'est une blague, tu as bu trop de cognac, c'est ça. » Je me suis figée, ma main qui allait pousser le bois du paravent est restée en suspens dans l'air. Un bruit de verre posé brutalement sur une table en marbre, puis la voix de Louis, cette voix que j'aimais tant, ce baryton riche, confiant, un peu traînant, qui savait si bien me rassurer. « Arrête de faire ta Saint-Denis-touche, Antoine, c'est fait. Les papiers sont signés, l'argent est viré. » Mais l'appartement de Lyon, s'étrangla Antoine. Le nom de la ville m'a frappé comme une gifle physique. Lyon, notre appartement. Ce n'était pas juste un bien immobilier, c'était notre projet, notre bébé. 3 ans, j'avais passé 3 ans à le transformer. C'était un vieux loft industriel décrépit dans le 2e arrondissement que nous avions acheté une bouchée de pain. J'avais dessiné chaque plan. J'avais choisi chaque carreau de ciment pour la cuisine, un par un, pour créer un motif unique. J'avais poncé moi-même les poutres du plafond pour retrouver la couleur du chêne d'origine. J'avais conçu la verrière de la chambre pour que la lumière du matin tombe exactement sur notre lit. Louis m'avait dit « C'est notre nid, Camille. C'est ici qu'on élèvera nos enfants. » « C'est juste un appartement, Antoine, répondit Louis avec une désinvolture terrifiante. Du béton, du verre et du bois. Ça se rachète. Ça se rachète, répéta Antoine, la voix montant dans les aigus. Camille a mis son âme là-dedans. Elle y a passé tous ses week-ends depuis 3 ans. Elle m'a montré les photos des rideaux la semaine dernière. Elle était tellement fière. Tu vas lui dire quoi, chérie, désolée, on dort sous les ponts, après la lune de miel. Je retenais mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers le paravent. Un rire. Louis a ri, un petit rire sec, bref. On ne dormira pas sous les ponts. J'ai loué un truc temporaire. Je lui dirai qu'il y a un problème de plomberie majeur à Lyon, qu'il faut tout casser. Elle me croira. Elle me croit toujours. Tu es une ordure, lâcha quelqu'un d'autre. Probablement Marc, un autre ami du groupe. Je suis un homme qui a des priorités, rétorqua Louis, et j'entendis le bruit d'un liquide qu'on verse dans un verre. Et ma priorité, c'est Clara. Clara, ce nom. Clara Meignier. Je la connaissais, tout Paris la connaissait. Une artiste plasticienne, éthérée, la muse du moment. Elle était tout ce que je n'étais pas. Elle était bruyante, colorée, imprévisible, capricieuse. Elle était une flamme, et moi j'étais Léo calme. Louis m'avait toujours dit qu'il la trouvait amusante, mais épuisante. Il m'avait dit qu'elle était juste une cliente pour qui il cherchait un atelier. Clara souffla Antoine. « Tu as vendu ton appartement de mariage pour Clara. » Elle voulait le sac, dit Louis, simplement. Il y eut un silence lourd dans le salon privé. Même le jazz semblait s'être arrêté. Le sac, répéta Antoine, abasourdi. Quel sac? Le Chanel, l'édition Lumière Noire. Il n'y en a que 5 au monde, 30 000 €. Et elle voulait aussi cette petite escapade aux Maldives pour fêter son vernissage. J'avais besoin de cash, là, tout de suite. L'appartement était le seul actif liquide rapidement. Je sentis mes genoux faiblir. Je dus m'appuyer contre le mur froid du couloir. 30 000 €. Il avait vendu notre avenir, notre nid, 3 ans de mon travail acharné, de ma sueur, de mes rêves, pour un sac à main, pour un accessoire de cuir matelassé qu'une autre femme porterait à son bras. La nausée monta en moi, violente, acide. Je regardais le thermos dans mes mains. Je venais lui apporter du thé pour soigner son mal de tête, alors qu'il venait d'amputer notre vie commune. L'ironie était si cruelle que j'eus envie de hurler de rire. « Tu as vendu une propriété à Lyon pour un sac à main », résuma Antoine lentement, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. « Louis, tu te rends compte de la gravité du truc, Camille va te tuer. Et elle aura raison. Si ma fiancée me faisait ça, j'annulerais le mariage sur le champ. » « Camille ne fera rien, coupa Louis. Sa voix avait changé. Elle était devenue plus sombre, plus tranchante. « Tu es bien sûr de toi, » fit remarquer Marc. « Je la connais, » dit Louis. « Camille, c'est Camille. Elle est douce, elle est patiente, elle encaisse. C'est sa nature, c'est pour ça que je l'épouse. Clara est l'aventure, le frisson. Camille est le port d'attache. On ne quitte pas son port d'attache parce qu'il y a une tempête. On attend que ça passe. Là, c'est plus qu'une tempête. C'est un tsunami, mec. Elle t'a sauvé la vie, bordel. Tu lui dois tout. Le bruit d'un briquet qu'on allume, une longue inspiration. L'odeur d'un cigare coûteux s'infiltra à travers les volutes de bois du paravent. « Justement, dit Louis,
Et c'est là que vous ne comprenez rien, à la psychologie des femmes comme elle. Je me rapprochais du paravent, collant presque mon oreille au bois. Je voulais entendre. Je voulais boire la cigue jusqu'à la lie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Antoine. « Elle m'a sauvé la vie, oui, » poursuivit Louis calmement. « Elle a pris un coup de couteau pour moi. Elle a une cicatrice dégueulasse en travers de la poitrine à cause de moi. Vous croyez que c'est une dette? Non, c'est une chaîne. » Mon sang se glaça dans mes veines. Une chaîne, exactement. Elle a tellement investi dans cette relation. Elle a littéralement versé son sang pour moi. Vous croyez qu'elle va tout foutre en l'air pour une histoire d'appartement vendu ou de jalousie jamais. Il fit une pause, savourant son effet. Plus elle souffre pour moi, plus elle m'aime. C'est le syndrome du martyr. Cette cicatrice, c'est sa garantie qu'elle ne partira jamais. Elle se sent héroïque en me pardonnant. Alors quand elle apprendra pour l'appartement, si elle l'apprend, elle pleurera un peu, elle fera la gueule de jour, et puis je lui dirai « Mon amour, souviens-toi de Marseille, nous sommes liés, à la vie, à la mort, le matériel ne compte pas. » Et elle me sautera au cou en s'excusant d'avoir douté de moi. Il rit à nouveau, un rire gras, satisfait. Elle a besoin de moi pour donner un sens à sa cicatrice. Sans moi, sa blessure n'est qu'un accident stupide. Avec moi, c'est une preuve d'amour éternel. Je la tiens par sa propre douleur. Le monde a basculé. Tout s'est arrêté. Le saxophone, les rires lointains, le battement de mon propre cœur. Je suis restée là, pétrifiée. Ce n'était pas seulement de l'adultère. Ce n'était pas seulement un mensonge financier. C'était une négation totale de mon humanité. Il n'aimait pas la femme qu'il avait sauvée. Il aimait le pouvoir qu'il avait sur elle. Il utilisait mon acte le plus courageux, le moment où j'avais failli mourir pour lui, comme une laisse pour me garder docile, pendant qu'il achetait des sacs Chanel à sa maîtresse. Il pensait que ma cicatrice était une serrure dont il avait la clé. Il pensait que j'étais acquise, que j'étais un meuble, un port d'attache silencieux où l'on revient se reposer après avoir joué ailleurs. J'ai regardé le thermos dans ma main. J'ai eu une envie folle de contourner le paravent, d'entrer là-dedans mais de lui fracasser ce métal lourd sur le crâne, de voir son visage suffisant se tordre de douleur et de surprise, de crier à la face du monde qu'il était un monstre. Ma main tremblait, le liquide chaud, à l'intérieur, clapotait doucement contre les parois. Mais je n'ai pas bougé. Une étrange froideur m'a envahi. Ce n'était pas la froideur de la peur, ni celle de la tristesse. C'était quelque chose de nouveau. C'était le froid absolu du 0 Kelvin. Le froid où plus rien ne bouge, où plus rien ne vit, mais où tout devient cristallin, clair, tranchant. Je n'allais pas faire de scène. Une scène, ce serait de l'émotion. Ce serait lui montrer que je suis blessée. Ce serait lui donner exactement ce qu'il attend la femme, éplorée, qu'il peut manipuler, avec quelques mots doux et un rappel de notre passé tragique. Non. Il avait dit que j'étais une sainte nitouche. Il avait dit que j'étais douce. Il allait découvrir que l'architecte qui sait construire une maison sait aussi comment la démolir, brique par brique, poutre par poutre, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière. J'ai posé le thermos sur le guéridon, à l'entrée du couloir, juste à côté d'un vase contenant des orchidées blanches immaculées. Je ne suis pas entrée, je n'ai pas pleuré, mes yeux étaient secs, c'était sec, brûlant. J'ai fait demi-tour, le tapis rouge semblait plus long au retour. « Vous partez déjà ?» Mademoiselle Moreau demanda Jacques à la porte, surpris de me revoir si vite. Monsieur Fournier n'était pas là. J'ai ajusté mon écharpe. J'ai relevé la tête. J'ai planté mon regard dans le sien, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti une puissance terrifiante courir dans mes veines. Si, Jacques, il était là. Mais je crois que je me suis trompée d'adresse. Voulez-vous que je rappelle un taxi? Non, je vais marcher. J'ai besoin d'air frais. Je suis sortie sous la pluie battante. L'eau glacée a fouetté mon visage, trempant instantanément mes cheveux, mes vêtements. Le froid a pénétré jusqu'à mes os. Ma cicatrice s'est mise à brûler violemment sous le choc thermique. Une douleur lancinante, aiguë. Mais cette fois, je ne l'ai pas touchée pour l'apaiser. J'ai laissé la douleur m'envahir. Je l'ai accueillie. Parce que cette douleur n'était plus une preuve d'amour. C'était un rappel que j'avais survécu à une lame de couteau il y a 3 ans, et que j'allais survivre à Louis Fournier. Je marchais seule sur les Champs-Élysées déserts, sous les lumières jaunâtres des réverbères. Dans ma tête, le plan commençait déjà à se dessiner, trait pour trait, avec la précision d'un dessin technique. Il voulait jouer avec le feu. Il allait découvrir que j'étais celle qui avait conçu l'incendie. Je suis rentrée chez nous, chez nous. Ces 2 mots avaient, jusqu'à ce soir, une résonance sacrée. Ils évoquaient la chaleur, la sécurité, l'odeur du café le matin et celle de la lessive propre le dimanche.
mais en insérant la clé dans la serrure de notre appartement parisien, un duplex spacieux dans le 16e arrondissement, je n'ai ressenti que le froid du métal. La porte s'est ouverte sur le silence. L'appartement était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les lumières de la ville qui filtraient à travers les grands rideaux de velours. J'ai posé mon sac à main sur la console de l'entrée. J'ai retiré mes bottines trempées. Mes pieds de feu ont touché le parquet en pointe de Hongrie. C'était moi qui avais insisté pour ce parquet. Louis voulait du marbre. Le marbre, c'est froid, Louis, avais-je dit. Le bois, c'est vivant. Quelle ironie. Ce soir, le bois me semblait aussi mort que la pierre tombale d'un inconnu. J'ai avancé dans le salon. Et là, au milieu de la pièce, tel un spectre flottant dans l'obscurité, elle était là, ma robe de mariée. Elle était suspendue au lustre, dans sa housse de protection transparente, attendant le grand jour. Une création sur mesure, en soie sauvage et dentelle de Calais. J'avais passé 6 mois à travailler, avec la couturière, pour masquer la cicatrice. Le col était haut, élégant, conçu spécifiquement pour cacher la marque de mon sacrifice. Je me suis approchée d'elle. J'ai effleuré la soie. Il y a quelques heures encore, cette robe représentait le début de ma vie. Maintenant, elle ressemblait à un linceul. Une belle enveloppe blanche pour enterrer la femme naïve que j'avais été. J'ai entendu l'ascenseur s'arrêter à notre étage. Le bruit lourd de la grille qui se referme. Louis. Mon cœur n'a pas accéléré. Pas de panique. Pas de peur. Juste cette nouvelle froideur clinique qui m'habitait depuis le Velvet. J'ai couru vers la salle de bain. J'ai ouvert le robinet de la douche à fond. L'eau brûlante a commencé à remplir la pièce de vapeur. Je me suis déshabillée rapidement, jetant mes vêtements mouillés par la pluie dans le panier à linge, et j'ai enfilé un peignoir sec. Je devais jouer un rôle. Le rôle de ma vie. La porte d'entrée s'est ouverte. Camille appela-t-il. Sa voix était pâteuse. L'alcool. Je suis sortie de la salle de bain, une serviette sur la tête, frottant mes cheveux comme si je venais de sortir de la douche. Je suis là, Louis. Il était dans le couloir, essayant d'enlever ses chaussures sans tomber. Il avait l'air épuisé, mais il y avait cette lueur satisfaite dans ses yeux, celle de l'homme qui pense avoir tout sous contrôle. Il s'est approché de moi pour m'embrasser. L'odeur m'a frappée avant même qu'il ne me touche. Ce n'était pas seulement l'odeur du cognac et du tabac froid. C'était une odeur plus subtile, plus insidieuse. Une odeur poudrée, florale, avec une note de tête d'aldéhyde et d'ylang-ylang, Chanel in Deutsch simple. Le parfum de Clara. Il avait passé la soirée avec ses amis, disait-il, mais l'odeur d'une femme ne s'accroche pas à un homme par magie. Elle s'imprègne lors d'une étreinte prolongée, d'une intimité volée. J'ai retenu ma respiration pour ne pas vomir, mais je ne me suis pas reculée. J'ai laissé ses lèvres toucher ma joue. « Tu n'es pas venu, dit-il avec un ton de reproche fin. J'ai attendu ton thé. J'ai dû rentrer en Uber. Le mensonge était si naturel, si fluide. Je suis désolée, chérie, mentis-je. Ma voix parfaitement calme. J'ai eu une migraine terrible. J'ai pris un cachet et je me suis endormie sur le canapé. Je viens juste de me réveiller pour prendre une douche. Il m'a scruté un instant. Cherchait-il une trace de doute, de colère, mais il ne vit que le visage pâle de Camille, la Camille douce, la Camille qui pardonne tout. « Pauvre chérie, dit-il en caressant ma joue, c'est le stress du mariage, tu te mets trop la pression. » Il a retiré sa main, puis j'ai vu brièvement une trace de rouge à lèvres mal effacée sur son col de chemise. Une teinte corail, la couleur préférée de Clara. « Va te coucher, dit-il, je vais boire un verre d'eau et j'arrive. » D'accord, je me suis retournée, j'ai marché vers notre chambre. Chaque pas me demandait un effort surhumain. Je voulais hurler, je voulais lui griffer le visage, arracher cette chemise souillée, lui cracher au visage tout ce que j'avais entendu derrière le paravent. Mais les mots de Louis résonnaient dans ma tête. Elle fera la gueule 2 jours, et puis je lui parlerai de notre passé tragique. Non, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je me suis glissée dans le lit, éteignant la lampe de chevet. Dans le noir, j'ai attendu. Louis est venu se coucher 10 minutes plus tard. Il s'est tourné dos à moi presque immédiatement. En quelques minutes, sa respiration est devenue lourde et régulière. Il dormait. L'homme qui venait de vendre mon âme pour un sac à main dormait comme un bébé. Je me suis levée, sans faire de bruit. C'était l'heure. J'ai pris son téléphone qui chargeait sur la table de nuit. Il ne le verrouillait jamais quand il était à la maison. « Nous n'avons pas de secret, n'est-ce pas ?» disait-il souvent. Une autre manipulation pour que je me sente coupable si jamais je voulais vérifier. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon peignoir et je suis allée dans son bureau, fermant doucement la porte. La lumière bleue de l'écran a illuminé mes mains tremblantes. Je n'ai pas cherché les messages de Clara.
Je savais déjà qu'ils existaient. Lire des mots d'amour ou de luxure ne ferait que me blesser davantage. Et je n'avais pas besoin de douleur. J'avais besoin de preuves tangibles, légales, financières. J'ai ouvert l'application de sa banque, Face ID. Merde, j'ai réfléchi. Le code, il utilisait toujours des dates importantes. Notre anniversaire de rencontre, non. Trop évident, ma date de naissance. Il l'oubliait une fois sur deux. La date de l'accident, le jour où j'ai pris le couteau, 14 août, 1408. L'application s'est ouverte, bien sûr. Même son mot de passe était lié à ma douleur. Il vénérait cet événement, non pas pour moi, mais pour ce qu'il disait de lui, l'homme qui valait la peine qu'on meure pour lui. J'ai fait défiler l'historique des transactions. Et là, tout est devenu clair. Une carte géographique de sa trahison. 32 001 €. Virement instantané vers boutique Chanel, Paris-Vendôme. Date hier. 4 200 €. Agence de voyage Maldives Escapades. Date il y a 3 jours. Plus 445 000 €. Virement entrant. Libellé. Acompte Ventelion. Étude Maître le maire. Je me suis arrêté de respirer. 404,20 000 €. C'était le prix de notre nid. Mais comment ? Comment avait-il pu vendre sans ma signature ? L'appartement de Lyon avait été acheté en commun, en indivision, 50-50. C'était mon argent, mes économies de 10 ans de travail, qui avaient payé l'apport initial et les travaux. J'ai posé le téléphone et j'ai allumé son ordinateur portable. Le mot de passe était le même, 1408. J'ai fouillé dans ses dossiers récents. Et ces récents, ils sont notés. Donc j'ai trouvé un fichier PDF nommé « Compromis ce sont ». Et à 100, puis si on sent qu'on le vend, on sent qu'ils ont dans ma... Ça m'a dit Lyon final PDF. Je l'ai ouvert. J'ai fait défiler les pages jusqu'à la fin, là où les signatures devaient être apposées. Le vendeur, Louis Fournier. Le vendeur indivisaire, Camille Moreau. Sous mon nom, il y avait une signature. Une signature qui ressemblait à la mienne. Les boucles du C, la barre du T. C'était une imitation presque parfaite. Mais ce n'était pas la mienne. Je suis architecte. Je signe des plans tous les jours. Ma signature a une particularité, je ne lève jamais le stylo entre le prénom et le nom. Ici, il y avait une infime cassure, une hésitation microscopique dans le trait d'encre numérique. Il avait imité ma signature. C'était un faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie. Il n'avait pas seulement vendu l'appartement, il avait commis un crime pénal pour le faire. J'ai senti un rire monter dans ma gorge, un rire hystérique, terrifiant. Il était si arrogant qu'il pensait pouvoir imiter ma main, celle-là même qu'il avait nourrie, soignée, aimée, et maintenant, celle qu'il volait. J'ai transféré le fichier PDF sur ma propre boîte mail. J'ai fait des captures d'écran des virements bancaires. J'ai tout envoyé sur un cloud sécurisé dont il ignorait l'existence. Puis, j'ai tout effacé de l'historique de son ordinateur et de son téléphone. J'ai reposé le téléphone sur sa table de nuit, à l'endroit exact où je l'avais pris, au millimètre près. Je me suis recouché à côté de lui. Il sentait toujours le Chanel Andegui 5, mais cette fois, l'odeur ne me dégoûtait plus. C'était l'odeur de sa chute. Le lendemain matin, G2 avant le mariage. Le soleil brillait sur Paris, indifférent à la tragédie qui se jouait dans cet appartement. Louis était d'une humeur massacrante au réveil, comme toujours après une nuit d'alcool, mais il faisait des efforts pour être charmant. « Bonjour ma future femme », dit-il en m'embrassant dans la cuisine. « Je t'ai fait du café capsule, quel exploit !» « Merci Louis, je portais mon masque, le masque de la fiancée sereine. Je dois passer au bureau ce matin, dit-il en ajustant sa cravate. Quelques détails à régler avant notre départ pour la lune de miel. Et toi ? Je vais voir ma mère pour les derniers essayages, mentis-je. Et je dois passer à l'appartement de Lyon, récupérer quelques affaires personnelles avant le mariage, juste des livres et des souvenirs. Il se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Lyon, dit-il, la voix soudainement tendue. Pourquoi faire ? C'est loin. Tu vas te fatiguer. C'est juste un aller-retour en TGV, Louis. 2 heures. J'ai laissé la boîte à bijoux de ma grand-mère là-bas. Je veux porter son collier pour la cérémonie. C'était un mensonge calculé. Il savait que je tenais à ce collier. Il ne pouvait pas refuser sans paraître suspect. Je peux demander à quelqu'un d'aller le chercher pour toi, proposa-t-il rapidement. Ne sois pas bête. J'ai besoin de vérifier que tout est en ordre là-bas. On n'y est pas allé depuis 1 mois. Il posa sa tasse. Je voyais les rouages de son cerveau tourner à toute vitesse. Il pensait « Est-ce que l'acheteur a déjà les clés ? Non, pas encore. Est-ce qu'elle va voir que des cartons sont faits ? Non, je n'ai rien emballé. » Il se détendit un peu. « D'accord, mais ne traîne pas et ne te fatigue pas. Rappelle-toi ce que le médecin a dit. Oui, mon amour.
Il m'embrassa sur le front et partit. Dès que la porte claqua, je me transformai. Fini le peignoir. J'enfilai un tailleur pantalon noir, strict, impeccable, mes vêtements de guerre. J'attachai mes cheveux en un chignon serré. Je ne suis pas allée voir ma mère. J'ai pris le premier TGV pour Lyon-Pardieu. Le voyage a passé comme un éclair. Je regardais la campagne française défiler à 300 km/h, pensant à la vitesse à laquelle une vie peut s'effondrer. Arrivé à Lyon, je ne suis pas allée à l'appartement. Je suis allée directement au 14 rue de la République, le cabinet de Maître Verneuil, mon notaire personnel, pas celui de Louis. Le mien, un vieil ami de mon père, un homme d'une intégrité rigide comme l'acier. Camille, s'étonna-t-il en me voyant entrer sans rendez-vous. Que fais-tu là, à 2 jours du mariage? Tu devrais être en train de te faire pomponner. Je me suis assise en face de son immense bureau en acajou. J'ai posé mon sac. J'ai sorti mon iPad. Bonjour maître, j'ai besoin de vous. Pas pour un mariage, pour une annulation de vente. Et probablement pour une plainte pénale. Il a froncé les sourcils, ajustant ses lunettes. De quoi parles-tu? Louis a vendu notre appartement du quai Saint-Antoine. Il a imité ma signature sur le compromis de vente. L'acte définitif doit être signé la semaine prochaine, pendant notre lune de miel, par procuration. Le visage de Maître Verneuil est passé de la surprise à la gravité professionnelle en 1 seconde. C'est une accusation très grave, Camille. Tu en es sûre? Je lui ai tendu l'iPad avec le PDF du compromis falsifié et les captures d'écran des virements bancaires. Il a reçu la compte sur son compte personnel, pas sur notre compte joint. Regardez la signature, regardez la date. J'étais à Milan pour le salon du design ce jour-là. Je peux prouver mon absence. Maître Verneuil a examiné les documents en silence pendant de longues minutes. Seul le tic-tac de l'horloge comtoise brisait le silence. Puis, il a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de doute dans son regard, seulement de la colère contenue. « Ce salopard !» murmura-t-il. « Je veux bloquer la vente, dis-je calmement. Je veux que l'argent de l'acompte soit gelé, et je veux préparer un dossier de divorce pour faute, avant même que le mariage n'ait lieu. Tu ne vas pas l'épouser, Camille. » J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Lyon était bleu, limpide, Azanamadi. Si je ne me présente pas à la mairie, ce sera un scandale, mais il s'en remettra. Il jouera la victime. Il dira que j'ai eu peur de l'engagement. Il gardera son image intacte. Je me suis retournée vers le notaire. Je veux qu'il signe, lui aussi. Je veux qu'il croie qu'il a gagné jusqu'à la dernière seconde. Je veux qu'il perde tout au moment où il se sentira le plus intouchable. Maître Verneuil a souri. Un sourire froid, professionnel. Alors nous avons du travail. Si tu prouves le faux, la vente est nulle de plein droit. L'acheteur devra se retourner contre lui pour escroquerie. Il devra rembourser la compte, plus les dommages. S'il a déjà dépensé l'argent, il l'a dépensé, coupai-je. 30 000 pour un sac, et le reste va suivre. Il n'aura pas de quoi rembourser. Alors il sera ruiné, et potentiellement incarcéré. Parfait. Préparez les papiers, maître. Je veux tout prêt pour samedi matin. En sortant du cabinet, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Louis m'avait tagué dans une story. Une photo de nous deux, prise il y a 1 mois, où je le regardais avec adoration. Légende, ma force, mon ange, ma vie. G2, je t'aime plus que tout. À la Wedding Countdown, True Love. J'ai failli éclater de rire dans la rue. Quel acteur! Mais juste en dessous, dans son fil d'actualité, une autre photo était apparue, postée par un de ses amis, probablement par erreur ou par stupidité ivre. C'était une photo de la soirée d'hier, la fameuse bachelor party. On voyait Louis, chemise ouverte, un verre à la main, et collée contre lui Clara. Elle portait une robe rouge incendiaire. Sa main à lui était posée sur sa hanche de manière possessive, intime. Leurs visages étaient très proches, comme s'ils partageaient un secret. Et au bras de Clara, bien visible, trônait le sac. Le Chanel première édition limitée, noir, matelassé, avec sa chaîne dorée qui brillait sous les spots. C'était mon appartement qu'elle portait au bras. C'était mes murs, mon parquet, ma verrière. J'ai lu les commentaires sous la photo. User 123. « Ouah, Louis, tu ne te refuses rien ?» Antoine Ray. « Mec, fais gaffe, si Camille voit ça. » Louis F. Réponse. « Camille. Elle n'est pas si petite d'esprit. Elle sait que ce sont juste des amis. Et puis, elle m'aime trop pour faire une scène pour une photo. Elle m'aime trop. » J'ai fait une capture d'écran. Il avait raison sur un point. Je ne ferai pas de scène pour une photo. Une scène, c'est éphémère. Une scène, ça s'oublie. Ce que je préparais, c'était une démolition contrôlée. Et quand un bâtiment s'effondre, il ne reste rien. Je suis rentrée à Paris le soir même. J'ai retrouvé Louis à l'appartement. Il avait l'air soulagé de me voir revenir sans incident de Lyon. « Tu as trouvé le collier ?» demanda-t-il. « Oui, dis-je en tapotant mon sac.
Il est là, tout est exactement à sa place là-bas. Super, dit-il détendu. On commande des sushis. Avec plaisir. Nous avons mangé face à face. Il me parlait de la liste des invités, du plan de table. Je souriais, j'acquiesçais. Je lui ai même versé du vin. Je le regardais manger, rire, vivre. Et je pensais à la lame du couteau à Marseille. J'avais intercepté cette lame pour lui sauver la vie. Samedi, je ne tiendrai pas le couteau, je serai le couteau. Et cette fois, je ne raterai pas mon coup. Le lendemain, vendredi, G1 avant le mariage. Paris s'était réveillé sous une chape de plomb. Le ciel n'était plus gris, il était blanc, d'un blanc laiteux et aveuglant qui annonçait la neige. Je me tenais debout sur un podium circulaire dans le salon feutré de la maison de couture Céleste & Soie, avenue Montaigne. Autour de moi, 3 assistantes s'affairaient, des épingles à la bouche, ajustant les derniers millimètres de ma robe. C'était une robe magnifique, une œuvre d'art. Le corsage remontait haut, enveloppant mon cou dans une dentelle délicate qui semblait tissée par des araignées d'argent. Ma mère était assise sur un canapé de velours rose poudré, une coupe de champagne à la main. Elle me regardait avec des yeux brillants de larmes. « Tu es sublime, ma chérie, » murmura-t-elle, « une vraie princesse. Louis va en perdre la parole quand il te verra remonter l'allée. » Je me suis regardée dans le grand miroir triptyque. Je voyais une femme en blanc. Je voyais la soie qui tombait parfaitement. Je voyais la dentelle qui cachait la laideur de ma peau. Mais je ne voyais pas une mariée. Je voyais une actrice en costume avant la première d'une tragédie. « Merci, maman. » Ma voix scénique sonnait creux, comme si elle venait d'une autre pièce. « Il n'est pas venu » demanda ma mère soudainement, son regard cherchant autour de nous. Louis avait promis de passer pour valider le voile. « Il a une réunion d'urgence avec les investisseurs japonais, mentis-je. Tu sais comment c'est pour notre avenir. » Maman a froncé les sourcils. Elle n'avait jamais vraiment aimé Louis. Elle le trouvait trop lisse, trop parfait, comme un fruit ciré qui cache une pourriture intérieure. « Il a les yeux fuyants », disait-elle souvent. J'avais toujours défendu Louis. J'avais dit qu'il était timide. Aujourd'hui, je savais qu'elle avait raison. Il n'était pas timide. Il était calculateur. Il devrait être là, insista-t-elle. C'est la veille de votre mariage. Rien n'est plus important que ça. Laisse tomber, maman. Tout va bien. La couturière en chef, une femme sévère aux lunettes écaillées, s'approcha pour ajuster le col. Ses doigts froids effleurèrent ma melf et ma peau, juste au-dessus de la cicatrice. Je tressaillis. Une douleur vive, fulgurante, traversa ma poitrine. « Aïe ! Pardon, mademoiselle !» s'exclama la couturière. « Je vous ai piqué. »« Non, non, c'est à l'intérieur. » Je portais la main à mon cœur. La cicatrice brûlait. Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une réalité physiologique. Le stress, le froid, la tension nerveuse réveillaient les terminaisons nerveuses endommagées. « Je dois m'asseoir » soufflai-je. Les assistantes m'aidèrent à descendre du podium. Je m'effondrai sur le canapé à côté de ma mère. « Camille, tu es toute pâle !» s'écria maman. « Je vais appeler un médecin. »« Non, pas de médecin ici. Je dois aller voir le docteur Arnaud, mon chirurgien. J'avais rendez-vous ce matin de toute façon pour un contrôle de routine. J'avais oublié. C'était vrai. J'avais un rendez-vous à 11h. J'avais prévu de l'annuler pour me consacrer aux derniers préparatifs. Mais maintenant, la douleur était un prétexte parfait pour m'échapper. M'échapper de cette robe, de ce mensonge blanc, de ce regard maternel qui voyait trop clair. Je me suis changée en vitesse. J'ai embrassé ma mère, lui promettant de la retrouver pour le dîner de répétition ce soir. « Je t'aime, maman. Fais attention à toi, ma chérie. Et dis à Louis de m'appeler. Je veux lui parler. » Je n'ai pas répondu. Je suis sortie. L'hôpital Saint-Louis n'était pas loin. C'était là qu'il m'avait recousu il y a 3 ans. C'était là que j'avais passé des semaines à réapprendre à respirer sans hurler. L'odeur de l'hôpital m'a assailli dès le hall d'entrée. Éther, désinfectant, café brûlé et anxiété humaine. Une odeur que je détestais, mais qui m'était familière. Le docteur Arnaud m'a reçu immédiatement. C'était un homme bon, aux cheveux gris et aux mains douces. Il connaissait mon histoire. Il connaissait Louis. Il m'a examiné en silence. Ses doigts palpaient la cicatrice boursouflée, vérifiant l'adhérence des tissus. « C'est inflammé, » dit-il en retirant ses gants. « Très inflammé. Vous avez fait des efforts physiques et porté des choses lourdes. J'ai porté le poids de mes illusions, docteur. Ça compte. » Il a souri tristement, pensant à une plaisanterie de futurs mariés stressés. Le stress joue un rôle énorme, Camille. Le corps n'oublie rien. Cette cicatrice, c'est un baromètre émotionnel. Si vous allez mal, elle va mal. Il s'est assis à son bureau pour rédiger une ordonnance. Et monsieur Fournier. Il n'est pas avec vous aujourd'hui. D'habitude, il ne rate jamais un contrôle.
Il est toujours là à vous tenir la main, à poser 1000 questions. La mention de son nom, ici, dans ce sanctuaire de ma souffrance, m'a donné la nausée. Les visites précédentes me sont revenues en mémoire. Louis, le visage grave, inquiet. « Docteur, faites tout ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème, elle doit guérir. » Quel acteur formidable. Il avait dû s'entraîner devant un miroir. Ou peut-être qu'à l'époque, il y croyait encore un peu. Peut-être que la culpabilité ressemblait à de l'amour. « Louise est très occupée, » répondis-je, fixant le diplôme encadré au mur. « Il prépare notre avenir. Il construit des fondations solides. C'est un homme bien, » dit le docteur Arnault avec conviction. Rares sont les hommes qui resteraient après un tel traumatisme. Beaucoup auraient fui la responsabilité. Lui, il a fait de votre guérison sa priorité. Vous avez de la chance. J'ai fermé les yeux. La chance. Oui, quelle chance d'avoir un homme qui vend ma maison pour acheter un sac à sa maîtresse, tout en utilisant ma blessure comme un outil de chantage affectif. Merci, docteur. J'ai pris l'ordonnance. Des anti-inflammatoires puissants. De quoi anesthésier le corps. Dommage qu'il n'y ait rien pour anesthésier l'âme. Je suis sortie de l'hôpital. La neige commençait à tomber. De gros flocons humides qui fondaient dès qu'ils touchaient le bitume noir. Je n'ai pas appelé de taxi. J'avais besoin de marcher. Le froid engourdissait ma douleur physique. Je marchais sans but précis, laissant mes pas me guider. Mais mon subconscient savait exactement où j'allais. Je me suis retrouvée dans le Marais, rue des Francs-Bourgeois. C'était le quartier préféré de Louis. C'était là qu'il aimait flâner le vendredi après-midi, prétendument pour chercher l'inspiration pour ses projets immobiliers. Je savais qu'il n'était pas à une réunion avec des investisseurs japonais. Les investisseurs japonais ne signent pas de contrat le vendredi après-midi. Je me suis arrêtée devant la vitrine de l'Éclair de Génie, une pâtisserie de luxe, et je les ai vus. Le monde s'est rétréci jusqu'à devenir un tunnel sombre, au bout duquel il n'y avait qu'eux. Ils étaient assis à une table près de la fenêtre, comme un couple royal en représentation. Louis, impeccable dans son manteau camel en cachemire. Et Clara, elle était belle. Je devais l'admettre. Une beauté sauvage, désordonnée, avec ses cheveux bouclés en bataille, et son rire qui semblait occuper tout l'espace. Elle portait un béret rouge, et posé sur la table, entre eux, comme un enfant chéri, trônait le sac Chanel noir. Mais ce n'était pas le sac qui a attiré mon attention, c'était leurs mains. Louis tenait un éclair au caramel beurre salé. Il en a coupé un petit morceau avec sa fourchette. Il l'a porté à la bouche de Clara. Elle a ouvert la bouche, a pris le morceau, en léchant sensuellement un peu de crème restée sur la fourchette. Louis, Harry, il a tendu la main et s'en a essuyé, et en y franchit une miette au coin de ses lèvres avec son pouce. Le geste était d'une intimité insoutenable. C'était le geste d'un amant, d'un protecteur, d'un complice. C'était le geste qu'il avait eu pour moi, à l'hôpital, quand je ne pouvais pas manger seule. Sauf qu'ici, il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait que du plaisir, de la légèreté, de la luxure gourmande. Puis, j'ai vu le poignet de Clara. Elle a levé la main pour remettre une mèche de cheveux derrière son oreille. À son poignet brillait une montre. Cadran nacre, diamant autour de la lunette, bracelet en cuir d'alligator bleu nuit. La Longines Dolce Vita. Je m'en souvenais parfaitement. Il y a 2 semaines, Louis était rentré à la maison avec un petit sac de la bijouterie. Je l'avais interrogé du regard. Il m'avait dit « Ne regarde pas. C'est pour une cliente très importante, la directrice de la banque pour mon prêt immobilier. Il faut ce qu'il faut pour graisser les rouages, chérie. » J'avais hoché la tête, admiratif de son sens des affaires. J'avais même touché la boîte en velours, disant que la cliente avait de la chance. La cliente était là. Elle léchait de la crème au caramel sur la fourchette de mon futur mari. Je suis restée plantée sur le trottoir, sous la neige qui s'épaississait. Les passants me bousculaient, pressés, agacés. « Pardon, avancez, madame, je ne sentais rien, je ne bougeais pas. » J'étais fascinée. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. C'était horrible, et pourtant je ne pouvais pas détourner le regard. Soudain, Louise a tourné la tête vers la vitrine. J'ai eu le réflexe de reculer, de me cacher derrière un kiosque à journaux. Mon cœur battait la chamade. Pourquoi me cachais-je? J'étais la victime. J'avais le droit d'entrer, de renverser la table, de hurler. Mais non, si j'entrais maintenant, je gâchais tout. Si j'entrais, ce serait une dispute de rue. Il nierait. Il dirait qu'il consolait une amie. Il dirait que la montre était un prêt. Il inventerait un mensonge brillant et je passerais pour la folle hystérique jalouse à la veille de son mariage. Et surtout, la vente de l'appartement ne serait pas encore légalement contestable. Je n'avais pas encore déposé ma plainte. Je devais attendre que le piège se referme totalement,
Je devais attendre qu'il se sente intouchable. Je me suis adossée au métal froid du kiosque. J'ai respiré profondément. 1, 2, 3 fois. L'air glacé a rempli mes poumons, chassant la chaleur de la colère. Je suis repartie. Je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai marché jusqu'à la Seine. J'ai regardé l'eau grise couler, emportant les feuilles en rôle mortes vers l'océan. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Verneuil. « Allô Camille, c'est moi. Est-ce que le dossier serait ?»« Oui, la plainte pour faux et usage de faux est rédigée. La requête pour saisie conservatoire aussi. Mais je dois te prévenir, Camille, une fois que je dépose ça au tribunal lundi matin, c'est la guerre nucléaire. Et ça va plaisir, il est là. Et là, il n'y a pas de retour en arrière, il risque la prison. Sa carrière sera finie. Je sais. Tu es sûr de vouloir faire ça. Tu peux juste annuler le mariage et partir. J'ai regardé ma main gauche. La bague de fiançailles brillait, un solitaire que je trouvais désormais vulgaire. Il m'a volé 3 ans de ma vie, maître. Il a volé mon intégrité. Il a volé ma confiance en l'humanité. La prison, c'est le cadet de ses soucis. Ce que je veux, c'est qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent quoi? Que je ne suis pas une cicatrice. Je suis la lame. Très bien. Je serai prêt lundi à 9h. Merci. J'ai raccroché. Quand je suis rentrée à l'appartement, il était 19h. Louise était déjà là. Il avait pris une douche, changé de vêtements. L'odeur de Clara avait disparu, remplacée par son parfum habituel, terre d'Hermès. Il était dans le salon, en train de remplir des cartons de déménagement. « Ah, tu es là, dit-il joyeusement. Regarde, j'ai commencé à emballer tes livres d'architecture. Comme ça, les déménageurs n'auront plus qu'à charger pendant notre voyage. » Le mensonge continuait. Il faisait semblant de préparer un déménagement vers notre nouvelle vie, alors qu'il savait pertinemment que nous n'avions nulle part où aller, puisque l'argent de la vente avait disparu. Il jouait la comédie jusqu'au bout. « Tu es merveilleux, Louis, dis-je en retirant mon manteau, toujours prévoyant. Il s'est approché pour m'embrasser. « Tu as les yeux rouges, dit-il en fronçant les sourcils. Tu as pleuré, c'est le vent. Et le froid. Je suis passé voir le Dr Arnaud. Il s'est figé. Une micro-expression de panique a traversé ses yeux, vite remplacée par une sollicitude exagérée. « Ah, et qu'est-ce qu'il a dit, tout va bien. Il a dit que la cicatrice était très inflammée, que c'était dangereux, que je devais éviter tout choc émotionnel. » Louis a soupiré de soulagement. Il m'a prise dans ses bras. « Pauvre chérie, ne t'inquiète pas. Après-demain, nous serons mari et femme. Je prendrai soin de toi. Plus aucun choc, juste du bonheur. » J'ai posé ma tête sur son épaule. J'ai senti son cœur battre. Un rythme régulier, calme, le cœur d'un homme qui n'a aucune conscience. « Dis-moi, Louis, demandai-je doucement, ma voix étouffée contre sa chemise. « Oui, mon ange, la montre Longines, la cliente, elle a aimé. » J'ai senti ses muscles se raidir instantanément sous mes mains. Son cœur a raté un battement. Il m'a écarté légèrement pour me regarder dans les yeux. Il cherchait, il scannait mon visage. Savais-je, j'allais. J'ai gardé une expression d'innocence pure, curieuse, un peu naïve. Il s'est détendu. Il a cru à mon masque. Oh, oui, elle a adoré. Elle a signé le contrat de prêt immédiatement. C'était un investissement nécessaire. Pourquoi tu demandes? Pour rien. J'ai vu une publicité pour cette montre aujourd'hui dans le métro. Je me disais juste qu'elle était très belle, peut-être un peu trop jeune pour une directrice de banque. Non, je plantais une petite aiguille, juste une petite, pour voir s'il saignait. Il a ri nerveusement. Tu sais, les femmes riches, elles veulent toutes paraître jeunes. Allez, ne parlons pas travail. Viens, j'ai ouvert une bouteille de vin. On doit trinquer, c'est notre dernière soirée de célibataire, ensemble. Il m'a tendu un verre de Bordeaux. J'ai pris le verre. Le liquide rouge sombre tourbillonnait comme du sang. « À nous, dit-il en levant son verre, à l'amour éternel, à notre maison. » J'ai souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. « À la vérité, Louis, à ce que chacun mérite. » Il a tiqué sur ma phrase, mais a bu quand même. J'ai bu aussi. Le vin était amer. Demain, ce serait le grand jour. Le jour du spectacle final. Je suis allée dans la salle de bain pour me démaquiller. J'ai regardé mon reflet. Les cernes sous mes yeux étaient profonds, mais mon regard avait changé. Il n'y avait plus cette lueur d'espoir, cette douceur liquide qui plaisait tant à Louis. Il y avait du fer. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un dernier message, non pas à Louis, mais à une personne que je n'avais pas contactée depuis des années. Mon ex-petit ami, Pierre, qui travaillait maintenant comme journaliste d'investigation. « Salut Pierre, tu cherchais un scoop sur les fraudes immobilières. Dans le 16e, j'ai quelque chose pour toi. Mais ça doit sortir lundi matin. Pas avant. » La réponse est arrivée en 10 secondes. « Camille, ça fait un bail. Envoie. Je suis toute oui. » J'ai posé le téléphone. La toile était tissée. L'araignée était au centre. La mouche dormait dans la chambre à côté, rêvant de sacs Chanel et de maîtresses dociles.
La nuit s'est tombée sur Paris. La neige a continué de recouvrir la ville, cachant la crasse, cachant les bruits. Tout était blanc, tout était silencieux. Le silence avant l'exécution. Le dîner de répétition a eu lieu au Pré-Catelan, au cœur du bois de Boulogne. Un choix de Louis, évidemment. C'était fastueux, excessif, brillant de mille feux. Des lustres en cristal pendaient des plafonds moulurés, et l'argenterie teintait doucement sur les nappes d'un blanc immaculé. J'étais assise à la droite de Louis. Je portais une robe en soie bleu nuit, simple, qui laissait mes épaules nues, mais cachait soigneusement la cicatrice sous un châle de cachemire. Tout le monde était là. Les parents de Louis, mes parents, nos amis communs, et bien sûr, la garde rapprochée, de Louis-Antoine, Marc et leurs épouses. L'ambiance était à la fête. Le champagne coulait à flots. Les rires fusaient, un peu trop forts, un peu trop forcés. Louis s'est levé pour porter un toast. Il a frappé doucement son verre, avec un couteau en argent. Le tintement cristallin a fait taire la salle. Il était beau, je devais l'admettre. Dans son costume sur mesure bleu marine, avec sa chemise blanche ouverte au col, il incarnait l'image parfaite de la réussite et du charme. Il a balayé la salle du regard, s'arrêtant sur chaque invité, avant de poser ses yeux sur moi. Son regard était chaud, tendre, convaincant. Mes amis, commença-t-il d'une voix posée, émue. On dit souvent que le mariage est un pari. On parie sur l'avenir, on parie sur l'autre. Mais moi, je ne parie pas. Il a pris ma main. Sa paume était chaude contre la mienne, qui était glacée. Avec Camille, je ne parie pas. Je sais que j'ai trouvé la femme la plus extraordinaire qui soit. Une femme qui a bravé la mort pour moi, une femme qui porte dans sa chair la preuve de son amour. Un murmure d'admiration parcourut la table. Ma mère essuya une larme. La mère de Louis hocha la tête avec approbation. Camille n'est pas seulement ma fiancée, continua-t-il, elle est mon refuge, mon port d'attache. Elle est celle qui pardonne mes erreurs, qui supporte mes ambitions, qui construit le foyer où je peux être moi-même. Demain, je serai l'homme le plus fier du monde. À Camille. À Camille, répétèrent les invités en chœur, levant leurs verres. J'ai souri. J'ai levé mon verre d'eau gazeuse. À nous, Louis, dis-je doucement. Et à ce que chacun mérite. Il a souri, ne saisissant pas le double sens. Il m'a embrassé sur la tempe. Je me suis rassise. Les conversations ont repris. C'est alors que j'ai senti une vibration. Le téléphone de Louis, posé sur la table à côté de son assiette, écran contre la nappe, a vibré. Une fois, 2 fois, 3 fois. Louis a jeté un coup d'œil rapide. Il a froncé les sourcils, imperceptiblement. « Excusez-moi, dit-il à la table. Une urgence professionnelle. Un contrat à Londres qui fait des siennes. Je reviens tout de suite. » Il s'est levé et s'est éloigné vers la terrasse, téléphone à l'oreille. Un contrat à Londres. À 21h30 un vendredi soir, je savais qui c'était. C'était elle, Clara. Peut-être était-elle jalouse de savoir qu'il était avec moi, célébrant notre union. Peut-être voulait-elle s'assurer qu'elle avait toujours le contrôle. Même à distance, Antoine, assis en face de moi, a suivi Louis du regard. L'air mal à l'aise. Il a croisé mes yeux et a détourné le regard immédiatement, se plongeant avec un intérêt soudain dans son assiette de foie gras. Ils savaient, tous. Je me sentais comme une bête curieuse dans un zoo, la pauvre Camille, la naïve Camille, celle qu'on plaint, mais qu'on ne prévient pas. « Ça va, ma chérie ?» demanda ma mère en me touchant le bras. « Tu ne manges rien. »« J'ai l'estomac noué, maman, le trac. »« C'est normal, respire. Demain sera le plus beau jour de ta vie. » Je me suis levée. « Je vais aux toilettes. J'ai besoin de me rafraîchir. » En me dirigeant vers les toilettes, je suis passée près de la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse. Elle était entr'ouverte. La voix de Louis m'est parvenue, étouffée par le vent nocturne, mais claire. « si tu... Arrête, Clara. Tu es déraisonnable. Je ne peux pas te parler maintenant. Il y a 60 personnes qui me regardent. Non, je ne t'oublie pas. Oui, le sac te va bien. Je t'ai dit que je passerai lundi. Arrête de pleurer. Je t'aime aussi, ma petite folle. Allez, bonne nuit. » J'ai fermé les yeux. Je t'aime aussi. Il venait de dire ces mots à une autre, alors que l'écho de son toast, pour moi, résonnait encore dans la salle. La trahison n'était plus une hypothèse. Elle était là, physique, palpable, dégoûtante. Je suis entrée dans les toilettes. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une étrangère, une femme froide, aux traits tirés. J'ai sorti mon rouge à lèvres. J'en ai remis une couche, rouge sang, comme une peinture de guerre. Quand je suis retournée à table, Louis était déjà là. Il souriait, détendu. « Tout est réglé, dit-il, désolé. Les Anglais n'ont aucun sens des horaires. Aucun souci, répondis-je. L'important, c'est que tu aies pu satisfaire leurs exigences. Le dîner s'est terminé vers minuit. Nous sommes rentrés à l'appartement. C'était notre dernière nuit en tant que fiancés.
Traditionnellement, nous aurions dû dormir séparément, mais nous vivions ensemble depuis 3 ans, alors nous avions décidé d'ignorer cette superstition. Louis était d'une humeur romantique, il a mis de la musique douce. Il a versé 2 derniers verres de cognac. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Mon cœur s'est serré. Un cadeau. Était-ce un bijou? Une montre. Quelque chose qui rivaliserait avec le sac Chanel et la longine de Clara. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, sur un coussin de velours noir, reposait un bracelet. C'était un cordon rouge, fin, avec un petit pendentif en argent, en forme d'infini. C'est simple, dit-il, presque en s'excusant. Mais c'est symbolique, le rouge pour la passion. L'infini pour nous, je l'ai vu dans une petite boutique artisanale et j'ai pensé à toi. J'ai regardé le bracelet. Je connaissais cette marque, c'était l'Atelier des Vœux. Ils vendaient ces bracelets pour 45 €. J'en avais offert un à ma nièce de 12 ans pour son anniversaire. 45 € contre 30 000. C'était ça, ma valeur à ses yeux. J'étais la femme simple, la femme symbolique. Je n'avais pas besoin de luxe. Je me contentais d'un bout de ficelle coloré parce que c'est l'intention qui compte. Clara avait le cuir, l'or, les diamants. J'avais le cordon en coton. J'ai senti un rire monter dans ma gorge, un rire acide, violent. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas exploser. « C'est très... toi, Louis, dis-je, merci. » Je l'ai laissé attacher le bracelet à mon poignet. Il semblait ridicule à côté de ma montre Cartier, que je m'étais offerte moi-même. « Tu vois, dit-il, satisfait, ça te va bien. Tu n'es pas comme ces femmes matérialistes qui ne jurent que par les grandes marques. C'est pour ça que je t'aime. Tu es authentique. » Il venait littéralement de m'insulter en me complimentant. Il louait ma simplicité pour justifier sa radinerie émotionnelle et financière envers moi, tout en gâtant sa maîtresse. « Je suis fatiguée, Louis, dis-je brusquement. Je vais me coucher. J'arrive. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée sur le dos, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant la respiration de Louis. Il dormait profondément. L'alcool et la satisfaction de sa double vie l'avaient plongé dans un sommeil de plomb. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. J'ai marché silencieusement dans l'appartement. J'ai caressé les murs. J'ai regardé les livres sur les étagères. J'ai regardé la cuisine que j'avais dessinée. C'était un adieu. Je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans l'action. Je suis allée dans le dressing. J'ai sorti une petite valise cabine. Pas la grosse valise que nous avions préparée pour la lune de miel aux Seychelles. Juste une petite valise discrète. J'y ai mis l'essentiel. Mon disque dur externe avec tous mes projets d'architecture. Le dossier contenant les preuves de la fraude de Louis, copie certifiée. Mes bijoux de famille, ceux que ma grand-mère m'avait légués, mon passeport et une seule tenue de rechange. Je n'ai pas pris de vêtements qu'il m'avait offerts. Je n'ai rien pris qui rappelait notre vie commune. J'ai caché la valise dans le placard à balai de l'entrée, derrière les manteaux d'hiver. Elle serait facile à attraper en sortant. Je suis retournée dans la chambre. Je me suis arrêtée au pied du lit et j'ai regardé Louis. Dans la pénombre, il avait l'air innocent. Ses cils projetaient des ombres sur ses joues. Sa main était ouverte sur l'oreiller, comme s'il cherchait la mienne. J'ai eu une fraction de seconde d'hésitation, une pensée fugace. Et si je me trompais, et si je pouvais lui pardonner, et si on pouvait tout recommencer? Mais alors, mon regard est tombé sur la table de nuit. Son téléphone s'est allumé brièvement. Une notification silencieuse. L'écran de verrouillage montrait une photo de nous deux, mais le message qui s'affichait était Clara. « Tu me manques. J'ai hâte d'être à lundi. Fais de beaux rêves, mon amour. » La pitié s'est évaporée. Moi, j'ai retiré ma bague de fiançailles, ce diamant solitaire qu'il m'avait passé au doigt, il y a un temps, sous la tour Eiffel. Je l'ai posé sur ma table de nuit, à côté d'un verre d'eau, puis je me suis ravisée. Si je la laissais là, il la verrait au réveil, il comprendrait trop tôt. J'ai remis la bague, je devais jouer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Le coup de théâtre ne devait avoir lieu qu'au moment où le rideau se lèverait, pas en coulisses. Je me suis recouchée. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu l'aube. Le matin du mariage, samedi. Le chaos a commencé à 7 heures. La sonnette n'a cessé de retentir. Maquilleurs, coiffeurs, photographes, témoins, ma mère, sa mère. L'appartement a été envahi par une horde de gens excités et bruyants. Louis a été chassé de l'appartement par ma mère. Le marié ne doit pas voir la mariée avant l'église. Allez, oust, va chez Antoine te préparer. Louis m'a embrassé rapidement sur la joue. Il sentait le café et l'excitation. À tout à l'heure, ma future femme, je t'aime. À tout à l'heure, Louis. Il est parti. Dès que la porte s'est refermée sur lui, j'ai senti l'air devenir plus léger. Les heures suivantes ont été floues. On m'a assise sur une chaise. On m'a tiré les cheveux. On m'a peint le visage.
Oh là là, c'est cerne, s'est exclamée la maquilleuse. Vous n'avez pas dormi, ma chérie. L'émotion, dis-je laconiquement. Elle a appliqué des couches de correcteur, elle a mis du blush pour donner vie à mes joues pâles. Elle a mis du rouge à lèvres pour dessiner un sourire que je ne ressentais pas. Puis, la robe. Ma mère et mes demoiselles d'honneur m'ont aidé à l'enfiler. La soie a glissé sur ma peau comme de l'eau fraîche. La dentelle a recouvert ma cicatrice. Je me suis regardée dans le grand miroir du salon. J'étais magnifique, une vision de pureté et d'élégance. Tout le monde a applaudi. Ma mère pleurait encore. « Il est l'heure !» a crié le photographe. « La limousine est en bas. » C'était le moment. Mon cœur battait lentement, lourdement, comme un glas. « Maman, dis-je soudain, vous descendez tous. J'ai oublié quelque chose d'important dans ma chambre. Mes vœux. Je les ai écrits sur un papier et je les ai laissés sur mon oreiller. Je vais les chercher, proposa une demoiselle d'honneur. Non, criai-je un peu trop fort. Non, je veux y aller seule. C'est personnel. J'ai besoin d'1 minute de recueillement avant de descendre. S'il vous plaît, allez dans les voitures. Je vous rejoins dans 5 minutes. Ils ont hésité. Mais une mariée a tous les droits le jour de son mariage. D'accord, dit ma mère, mais ne traîne pas. On ne veut pas faire attendre le prêtre. Ils sont sortis. Le bruit des voix s'est éloigné dans le couloir, puis dans l'ascenseur. Le silence est retombé sur l'appartement. Je me suis retrouvée seule, en robe de mariée, au milieu de ce salon qui avait été le témoin de tant de mensonges. J'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas allée dans la chambre chercher mes vœux. Je suis allée dans l'entrée. J'ai ouvert le placard à balai. J'ai sorti ma petite valise et un grand manteau de laine gris, long et ample. J'ai enfilé le manteau par-dessus ma robe de mariée. Il a caché presque entièrement, ne laissant dépasser que le bas de la traîne en soie, que j'ai relevé et fourré dans ma poche. J'ai pris un sac en papier que j'avais préparé la veille. Dedans, il y avait des baskets. J'ai enlevé mes escarpins, Jimmy Choo incrustés de cristaux. Je les ai laissés bien en évidence au milieu du salon, comme Cendrillon, mais une Cendrillon qui ne veut pas être retrouvée. J'ai enfilé les baskets. J'ai sorti une enveloppe craft épaisse de mon sac à main. Dessus, j'avais écrit un seul mot, Louis. Je l'ai posé sur la table basse du salon, à côté du vase de fleurs fraîches. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'amour, pas d'explication larmoyante. Il y avait une copie du faux compromis de vente, une copie des virements bancaires, la photo de lui et Clara avec le sac Chanel, et ma bague de fiançailles. C'était tout. Le message était clair, je sais, j'ai tout vu, c'est fini. J'ai attrapé ma valise. Je ne suis pas sortie par la porte principale. Il y avait peut-être encore des voisins ou des invités attardés dans le hall. Je suis sortie par l'escalier de service, celui qui menait à la cour arrière. Descendre 6 étages avec une robe de mariée sous un manteau et une valise à la main n'était pas facile. Mais l'adrénaline me donnait des ailes. Arrivée dans la cour, j'ai poussé la lourde porte cochère. La rue était calme. La neige tombait doucement. Je n'ai pas pris la limousine qui m'attendait devant l'immeuble. Le chauffeur devait fumer une cigarette un peu plus loin ou discuter avec les autres chauffeurs. J'ai marché jusqu'au coin de la rue. J'ai levé la main. Un taxi parisien, une berline noire banale, s'est arrêté. Le chauffeur m'a regardé avec des yeux ronds en voyant la dentelle blanche dépassée de mon manteau et les baskets aux pieds. « Un problème avec le marié ?» demanda-t-il avec un sourire compatissant. J'ai jeté ma valise sur la banquette arrière et je suis montée. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. Les fenêtres étaient sombres. La scène de crime était prête. « Oui, dis-je en souriant pour la première fois depuis 3 jours. Un gros problème. On va où, madame ? Gare de Lyon, s'il vous plaît. Et vite, j'ai un train à prendre. » Le taxi a démarré. Alors que nous nous éloignions, mon téléphone a vibré. Un message de Louis. « Je suis à l'église. Tout le monde t'attend. Tu es en route. J'ai hâte de te voir, mon amour. » J'ai regardé le message. J'ai bloqué le numéro, puis j'ai éteint le téléphone. Je l'ai ouvert, j'ai retiré la carte SIM. J'ai baissé la vitre et j'ai jeté la petite puce électronique dans le caniveau où elle a disparu dans la boue et la neige fondue. Le lien était coupé. Je n'étais plus Camille, la fiancée de Louis. J'étais Camille, l'architecte de ma propre libération. Le taxi alla accélérer sur les quais de Seine. Paris défilait sous mes yeux. Mais ce n'était plus la ville de ma douleur, c'était le décor de mon départ. Direction Lyon. Là-bas, dans mon appartement vide, la véritable confrontation allait avoir lieu. Mais elle se ferait selon mes règles, sur mon terrain. Le TGV filait à 300 km, à l'heure, à travers la campagne bourguignonne, une flèche d'argent transperçant le voile blanc de l'hiver. J'étais assise dans un carré isolé de la première classe, le visage tourné vers la vitre. Dehors, le paysage n'était qu'un flou artistique de champs enneigés et de forêts squelettiques. Je portais toujours ma robe de mariée sous mon grand manteau de laine gris.
La dentelle me grattait les jambes, le corset me serrait la taille. C'était une sensation étrange, presque absurde. J'étais une mariée en fuite, un cliché de cinéma, et pourtant, je ne ressentais aucune panique, pas de larmes, pas de regrets, juste un vide immense et pur comme l'air en haute montagne. J'ai regardé ma montre, 11h30. La cérémonie devait commencer à 11h à l'église Saint-Honoré d'Eylau. À l'heure qu'il est, l'orgue avait dû cesser de jouer. Le prêtre avait dû regarder sa montre, gêné. Les murmures avaient dû commencer dans les bancs, d'abord discrets, puis enflants, comme une marée montante. Où est Camille? Pourquoi est-elle en retard? Est-ce un accident? Et Louis? Je pouvais presque voir son visage. Il devait être debout près de l'autel, beau comme un dieu grec, dans son smoking, affichant ce sourire confiant de celui à qui tout réussit. Il devait rassurer sa mère, plaisanter avec Antoine. « Elle arrive, maman, tu connais les femmes, toujours à peaufiner le maquillage. » Puis, le doute, l'inquiétude qui s'infiltre, les coups d'œil vers la porte qui reste close, et enfin, la découverte. Quelqu'un, peut-être ma mère, inquiète de ne pas me voir arriver, a dû retourner à l'appartement, ou peut-être avait-il envoyé Marc. Ils entreraient dans le salon silencieux. Ils verraient mes escarpins abandonnés au milieu du tapis, comme les restes d'une disparition magique, et ils verraient l'enveloppe sur la table basse. Louis. J'ai fermé les yeux, imaginant l'instant précis où il ouvrirait cette enveloppe, l'instant où le papier glisserait entre ses doigts manucurés, l'instant où ses yeux liraient les chiffres, les dates, les preuves, le moment où son monde parfait, construit sur le mensonge, et l'exploitation de mon amour, commencerait à se fissurer. Le contrôleur est passé dans l'allée. Il a jeté un coup d'œil à mes baskets blanches qui dépassaient de mon manteau, puis à la traîne de soie que j'avais maladroitement bourrée sur le siège à côté de moi. « Tout va bien, madame, demanda-t-il, hésitant. J'ai tourné vers lui un visage calme, presque serein. « Tout va bien, monsieur, je vais juste reprendre ma vie. » Il a hoché la tête, sans comprendre, et a continué sa route. Je n'avais pas de téléphone, je l'avais jeté. J'étais injoignable. Pour la première fois depuis 3 ans, je n'étais pas à la disposition de Louis Fournier. Je n'étais pas là pour répondre à ses textos, pour calmer ses angoisses, pour applaudir ses succès ou pour soigner ses bobos d'ego. J'étais un fantôme. Le train est entré en gare de Lyon-Pardieu à 13h heure précise. L'air de Lyon était plus vif, plus piquant que celui de Paris. C'était ma ville natale. Ici, les pierres avaient une autre couleur, le Rhône avait une autre odeur. J'ai pris un taxi pour le quai Saint-Antoine. Le chauffeur m'a déposé devant l'immeuble ancien, magnifique, avec sa façade en pierre de taille du XIXe siècle. J'ai levé les yeux vers le 3e étage. Les volets étaient clos. C'était mon nid, celui que j'avais bâti, celui qu'il avait vendu pour un sac. J'ai composé le code d'entrée. La lourde porte s'est ouverte. L'ascenseur grillagé m'a monté lentement. J'ai sorti mes clés, pas celles de Louis, les miennes, celles que j'avais gardées précieusement. J'ai ouvert la porte. L'odeur m'a saisi à la gorge. Une odeur de renfermé, de poussière froide et de bois ciré. L'odeur de l'absence. J'ai posé ma valise dans l'entrée. Il faisait froid. Le chauffage était coupé depuis des semaines. J'ai vu de la buée sortir de ma bouche. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la chaudière et de la rallumer. Le bourdonnement familier de la machine m'a rassurée. La vie reprenait, lentement. Puis, je suis allée dans la chambre. Je me suis déshabillée. J'ai laissé tomber le manteau gris au sol. Puis, j'ai déboutonné la robe de mariée. C'était difficile de l'enlever seule. Il y avait des dizaines de petits boutons dans le dos. J'ai dû me contorsionner, tirer, forcer. À un moment, j'ai entendu le tissu craquer. Crac. Une déchirure dans la dentelle de Calais. Je m'en fichais. La robe est tombée à mes pieds, dans un froissement de soie, comme une mue de serpent. Je suis restée là, en sous-vêtements, frissonnante dans l'air glacé de l'appartement. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'armoire. J'ai vu la cicatrice. Elle était rouge, en colère, traversant ma poitrine. Mais pour la première fois, je ne l'ai pas vue comme une marque d'appartenance à Louis. Je l'ai vue comme une ligne de démarcation, avant et après. J'ai ouvert ma valise. J'ai enfilé un jean brut, un pull en cachemire noir à col roulé et une paire de bottines en cuir. J'ai détaché mon chignon sophistiqué, laissant mes cheveux retomber librement sur mes épaules. J'ai essuyé le maquillage de mariée avec une lingette, effaçant le fond de teint, le blush, le rouge à lèvres. Camille, l'architecte, était de retour. Camille et la fiancée étaient mortes. Je suis allée dans le salon. J'ai ouvert les volets. La lumière grise de l'hiver lyonnais a inondé la pièce, révélant la beauté brute des lieux, le parquet, en chêne massif, les poutres apparentes, la cuisine ouverte avec son îlot en béton ciré. C'était magnifique, c'était moi.
J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai posé sur la table de la salle à manger. Je l'ai connecté au Wi-Fi. Il était 14 heures. Le monde devait être en feu à Paris. J'ai ouvert ma boîte mail secondaire, celle que Louis ne connaissait pas. 3 messages de Pierre, le journaliste. 11h05. L'article est prêt. J'attends ton feu vert. 11h35. Pas de nouvelles. Je suppose que c'est le signal. Je publie à midi pile. 12h15. C'est en ligne. Ça commence déjà à buzzer. Tiens bon, Camille. J'ai cliqué sur le lien qu'il m'avait envoyé. Le site de Mediapart ou d'un journal d'investigation similaire s'est affiché. En une, un titre accrocheur et scandale immobilier dans le 16e quand un jeune promoteur vend le bien d'autrui pour financer sa double. L'article ne citait pas Louis, nommément pour éviter la diffamation directe avant le procès, mais les détails étaient moins suffisamment précis pour que tout le microcosme parisien le reconnaisse. Un jeune loup de l'immobilier, fiancé à une architecte reconnue, vente frauduleuse d'un loft à Lyon, fausse en écriture privée. Et Pierre avait été brillant. Il avait flouté les noms, mais il avait publié une photo tronquée du faux compromis de vente où l'on voyait clairement la signature imitée. J'ai fait défiler les commentaires. Quelle honte! C'est du pénal, ça. Il va prendre cher. On sait de qui il s'agit. C'est LF, non. J'ai souri. La réputation de Louis, ce joyau qu'il polissait avec tant de soin, venait d'être rayée à jamais. Soudain, le téléphone fixe de l'appartement a sonné. La sonnerie stridente a déchiré le silence. Je l'avais rebranché en arrivant. C'était le seul moyen de me joindre. Je savais qu'il appellerait ici. Il savait que c'était mon seul refuge. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je voulais qu'il imagine que je n'étais pas là. Je voulais qu'il panique. À la 5e sonnerie, j'ai décroché. Je n'ai rien dit. J'ai juste porté le combiné à mon oreille et j'ai écouté. Camille. C'est un hurlement, un cri animal, mélange de rage pure et de terreur. Sa voix était déformée, brisée. Camille, bon sang, réponds. Je sais que tu es là. Le concierge t'a vu entrer. Tu es complètement folle. J'ai attendu encore 1 seconde, savourant sa perte de contrôle. Bonjour, Louis, dis-je. Ma voix était calme, posée, professionnelle, comme si je parlais à un entrepreneur qui avait livré le mauvais carrelage. Bonjour, tu me dis bonjour, hurla-t-il. Tu as ruiné le mariage. Il y a 300 personnes à l'église. Ma mère a fait un malaise. Mon père est furieux. Tout le monde demande où tu es. Et cette enveloppe, c'est quoi ce délire? Ce n'est pas un délire, Louis. C'est un dossier. Tu as volé mon ordinateur. Tu as piraté mes comptes. C'est illégal. Je vais porter plainte. J'ai ri doucement. Tu vas porter plainte vraiment pour violation de vie privée, alors que je vais porter plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Faisons le calcul des peines de prison, Louis. Je crois que tu es perdant. Il y eut un silence au bout du fil. Il respirait fort, saccadé. Le choc de ma résistance frontale le déstabilisait. Il n'avait jamais entendu ce ton chez moi. Camille, un petit zimil, reprit-il, essayant de moduler sa voix, de retrouver son charme manipulateur. Écoute, on peut s'expliquer. Tu as mal interprété les choses. Ce sont des documents de travail, des projets. Arrête, coupai-je sèchement. Ne m'insulte pas. J'ai vu les virements, j'ai vu le sac Chanel, j'ai vu Clara. Je vous ai vu manger des éclairs rue des Francs-Bourgeois. J'ai vu la montre. Et j'ai vu ta fausse signature sur la vente de mon appartement. Notre appartement. Mon appartement. J'ai payé l'apport. J'ai payé les travaux. Et surtout, tu n'avais pas ma signature. La vente est nulle, Louis. J'ai appelé Maître Verneuil hier. Il a bloqué la transaction ce matin à la 1re heure. Je suis ici. La compte est gelée. L'acheteur se retourne contre toi. J'entendis un bruit sourd, comme s'il avait frappé dans un mur. Tu as bloqué la compte, murmura-t-il. Mais j'ai déjà dépensé une partie. Je sais. 30 000 pour le sac, 4 000 pour les Maldives. Tu es à découvert, Louis, et tu vas devoir rembourser. Tu veux me détruire, c'est ça. Après tout ce qu'on a vécu, après que je t'ai aimé, tu ne m'as jamais aimé, Louis. Tu aimais le fait que je sois ta chose. Tu aimais ma cicatrice parce qu'elle te donnait l'impression d'être un héros. Mais un héros ne vend pas la maison de sa femme pour entretenir sa maîtresse. Clara n'est rien, c'est juste un jeu. C'est toi ma femme. Reviens, Camille. Reviens à Paris. On va dire que tu as fait une crise de panique. On va inventer une excuse. On peut encore sauver les apparences. Je te promets que je quitte Clara. Je te promets tout ce que tu veux. C'était pathétique. Il négociait encore. Il pensait encore qu'il pouvait contrôler la narration. C'est trop tard pour les apparences, Louis. L'article est sorti. Quel article?
Regarde tes news. Cherche scandale immobilier CCM. J'ai entendu des bruits de touches, un silence, puis un juron étouffé. Putain, Camille, tu as parlé à la presse. Non, j'ai parlé à la vérité. Tu es morte pour moi, cracha-t-il. C'est drôle, dis-je. Je me sens plus vivante que jamais. J'ai pris une grande inspiration. Maintenant, écoute-moi bien, Louis. Je suis à Lyon. J'ai les originaux des preuves. J'ai ton avenir entre mes mains. Si tu veux éviter la prison, si tu veux éviter que je donne le reste du dossier, les photos, les messages explicites à tes parents et à tes investisseurs, tu viens ici. Quoi? Tu prends ta voiture, tu viens à Lyon, tout de suite. Viens seul, on va régler ça. On va signer les papiers du divorce et de la cession de part de l'appartement. Ici, ce soir. Je ne viendrai pas. Je t'envoie mon avocat. Si je vois un avocat avant de te voir, toi, j'envoie tout au procureur de la République. Et Pierre publie la partie 2 de l'article avec ton nom et ta photo en clair. C'est toi qui vois. J'ai raccroché, mes mains tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de l'adrénaline pure du combat. J'avais lancé l'ultimatum. Il viendrait, il n'avait pas le choix. Son ego, sa peur du scandale, sa lâcheté, tout le poussait vers moi. Il pensait sans doute qu'il pourrait encore me convaincre, me charmer, ou me menacer en face à face. Il oubliait une chose. Il ne venait pas rencontrer la Camille qu'il connaissait. Il venait rencontrer l'architecte qui avait conçu sa propre forteresse. J'ai passé les heures suivantes à préparer la scène. J'ai nettoyé la table de la salle à manger. J'y ai posé 3 piles de dossiers parfaitement alignés. Pile 1, le divorce par consentement mutuel, déjà rédigé par mon avocat. Pile 2, l'acte de renonciation à ses parts sur l'appartement, en échange de mon silence pénal, un accord transactionnel brutal mais légal. Pile 3, les preuves. J'ai préparé du thé, pas pour lui, pour moi. Du thé Earl Grey, fort, sans sucre. La nuit est tombée sur Lyon. Les lumières de la ville se sont allumées le long des quais de Saône, se reflétant dans l'eau noire. Vers 20h, il s'est mis à neiger de nouveau. À 21h30, l'interphone a sonné. Je n'ai pas sursauté. Je m'y attendais. Paris-Lyon, c'est 4h30 de route. Il avait dû rouler comme un fou. J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture. J'ai ouvert la porte de l'appartement et je suis restée debout au milieu du salon, attendant. J'ai entendu l'ascenseur monter, le bruit des grilles métalliques, puis des pas lourds, précipités dans le couloir. Louis est apparu dans l'encadrement de la porte. Il était méconnaissable. Son smoking de mariage était froissé, taché. Sa chemise blanche était ouverte, la cravate pendait lamentablement. Il avait des cernes noires sous les yeux, une barbe naissante de quelques heures qui accentuait sa fatigue. Ses cheveux, d'habitude gominés à la perfection, étaient en bataille. Il était trempé par la neige. Il avait l'air d'un naufragé, ou d'un fou. Il est entré en claquant la porte derrière lui. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Il m'a regardé. Ses yeux étaient injectés de sang. Il y avait de la haine pure dans ce regard, mais aussi une peur viscérale. Moi, j'étais calme, droite dans mes bottines, les bras croisés, adossée à la table en chaîne. « Tu as fait bon voyage » demandai-je poliment. Il s'est avancé vers moi, menaçant. « Tu te crois maligne » siffla-t-il. « Tu te crois intouchable parce que tu es ici. Je pourrais te briser le cou, là, maintenant. » Je n'ai pas reculé d'1 millimètre. « Tu pourrais, dis-je, mais tu ne le feras pas. Parce que si je ne donne pas de nouvelles à Maître Verneuil dans 1 heure, le dossier part au parquet. Et parce que tu es un lâche, Louis. Les lâches ne tuent pas, ne tuent pas. Et ils manipulent, ils mentent, ils fuient, mais ils ne se salissonnent pas les mains avec du sang. Il s'est arrêté à 2 mètres de moi. Il tremblait de rage. Pourquoi hurla-t-il soudain, sa voix se brisant? Pourquoi tu as fait ça comme ça? On aurait pu divorcer, on aurait pu s'arranger. Pourquoi m'humilier devant tout Paris? Pourquoi détruire ma carrière? Je l'ai regardé avec une pitié froide. Tu me demandes pourquoi j'ai avancé d'1 pas vers lui. Parce que tu as vendu ma maison pour un sac, Louis. Parce que tu as transformé mon sacrifice en laisse. Parce que tu as cru que ma gentillesse était de la faiblesse. Parce que tu as cru que tu pouvais m'effacer. J'ai pointé du doigt les dossiers sur la table. Mais tu as oublié une règle fondamentale en architecture, Louis. Si les fondations sont pourries, la maison s'écroule. Tu as construit notre vie sur du pourri. J'ai juste donné le coup de pied final. Il a regardé les dossiers. Il a regardé l'appartement autour de lui. Ce lieu qu'il avait vendu virtuellement, mais qui était là, bien réel, solide, et qui ne lui appartenait plus. Il s'est effondré sur une chaise. Pas celle du bout de table, la place du chef de famille qu'il affectionnait. Une simple chaise latérale. Il a mis sa tête dans ses mains. « Je suis foutu », sanglota-t-il. Clara est partie. Elle m'a largué par SMS quand elle a vu l'article. Mes parents ne me répondent plus. La banque m'a appelé sur la route, ils ferment mes lignes de crédit. Je l'ai regardé pleurer. C'était étrange. Il y a 3 jours, ses larmes m'auraient brisé le cœur.
J'aurais couru pour le consoler. J'aurais dit ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Aujourd'hui, je ne ressentais rien. C'était comme regarder un étranger pleurer dans le métro. C'était triste, mais ce n'était pas mon problème. Signe, Louis, dis-je en lui tendant un stylo. Il a levé la tête. Ses yeux étaient mouillés, suppliants. Camille, pitié, ne me prends pas l'appartement. C'est tout ce qui me reste comme actif. Si tu me le prends, je suis à la rue. Tu as vendu cet appartement pour 480 000 €, rappelai-je. Tu étais prêt à me mettre à la rue, moi. Tu te souviens, on louera quelque chose, tu disais. Camille s'en remettra. J'étais fou, je ne pensais pas. Signe, ou la plainte part demain. Et là, ce n'est pas la rue qui t'attend, c'est Fleury-Mérogis. Il a pris le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il a failli le faire tomber. Il a lu les documents en diagonale, il savait qu'il était coincé. L'accord était simple, il me cédait la totalité de ses parts dans l'appartement en guise de dommages et intérêts compensatoires. Et en échange, je retirais ma plainte pour faux. Mais le divorce restait. C'était ma façon de récupérer ma mise, mon travail et le prix de ma douleur. Il a signé. Une signature tremblante, hachée. Rien à voir avec la belle signature ample qu'il a posée sur ses contrats de victoire. Il a repoussé les papiers. Voilà, tu es contente, tu as gagné. Tu as la maison, tu as ma vie. J'ai repris les dossiers. J'ai vérifié les signatures. Parfait. Je n'ai pas gagné ta vie, Louis. Je l'ai juste rendue transparente. Je suis allée vers la porte et je l'ai ouverte en grand. Le vent glacé du couloir s'est engouffré dans le salon chaud. Maintenant, sors, il s'est levé, chancelant. Il avait l'air d'un vieillard. Où veux-tu que j'aille ? Il neige. Je n'ai nulle part où aller à Lyon. Tu as une voiture et tu as tes souvenirs. Ça devrait suffire. Il est sorti lentement. Dans le couloir, il s'est retourné une dernière fois. Tu m'aimais, a-t-il dit doucement. Je le sais. Tu as pris un coup de couteau pour moi. On ne peut pas effacer ça. Oh, ça passe. J'ai posé ma main sur ma poitrine, sur la cicatrice, sous le pull noir. Tu as raison. On ne peut pas effacer la cicatrice, mais on peut arrêter de rouvrir la plaie. Adieu, Louis. J'ai fermé la porte, j'ai tourné le verrou. Un tour, 2 tours. Le bruit sec du métal qui se bloque a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. J'étais seule. Dans mon appartement, j'ai glissé le long de la porte jusqu'à m'asseoir par terre. Et là, enfin, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de décompression, des larmes de soulagement, des larmes de fatigue immense après avoir porté un poids trop lourd pendant 3 ans. J'ai pleuré pendant 10 minutes, puis je me suis relevée. Je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé en bas, dans la rue. J'ai vu la voiture de Louis démarrer et s'éloigner dans la nuit, ses feux rouges disparaissant sous la neige. Il était parti, pour de bon. Je me suis retournée vers mon salon vide. Il fallait tout réaménager. Il fallait changer les meubles. Il fallait repeindre. Il fallait effacer sa trace. Mais j'étais architecte. Reconstruire, c'était mon métier. Le lendemain du départ de Louis, je me suis réveillée à midi. C'était la première fois depuis 10 ans que je dormais aussi tard. Pas de réveil. Pas de bonjour mon amour exigeant. Pas de petit déjeuner à préparer. Juste le silence blanc de l'hiver lyonnais. Je suis restée allongée un long moment, fixant le plafond à la française, observant les poutres en chêne sombre. J'avais l'impression d'être une naufragée rejetée sur une plage déserte après un ouragan. J'étais vivante, oui, mais j'étais vide. J'avais gagné, l'appartement était à moi. Louis était parti, mais la victoire avait un goût de cendre. Je me suis levée, mes muscles étaient courbaturés, comme si j'avais couru un marathon. J'ai traîné jusqu'à la cuisine. Sur la table, les 3 piles de dossiers étaient toujours là, témoins muets de l'exécution de la veille. Le stylo que Louise avait utilisé gisait par terre, là où il l'avait laissé tomber. Je l'ai ramassé et je l'ai jeté à la poubelle. Je me suis fait un café, noir, brûlant. J'ai allumé mon téléphone, celui que j'avais acheté la veille dans une boutique de la gare, avec un nouveau numéro. J'avais un seul message, de Maître Verneuil. Dossier reçu par coursier ce matin, tout est en ordre. La cession de parts est enregistrée. La procédure de divorce est lancée. Repose-toi, Camille. C'est fini. J'ai posé le téléphone. C'est fini. 2 mots si courts pour résumer la fin de 3 années de vie. Les jours suivants ont été flous. Je vivais en autarcie. Je ne sortais que pour acheter à manger à l'épicerie du coin. Je portais des vêtements larges. Je ne me maquillais pas. Je savais que dehors, la tempête médiatique faisait rage. Je me connectais parfois, brièvement, pour voir les dégâts. C'était fascinant et terrifiant. L'article de Pierre avait fait boule de neige. D'autres journaux avaient repris l'affaire. Le nom de Louis n'était plus un secret. L'étoile montante de l'immobilier en chute libre. Rupture scandaleuse. La mariée disparaît, le marié accusé d'escroquerie.
J'ai appris que Louis avait été renvoyé de son cabinet d'associés. Ils ne pouvaient pas garder quelqu'un soupçonné de faux en écriture. C'était trop risqué pour leur réputation. J'ai appris que Clara avait donné une interview exclusive à un magazine People, jouant la victime naïve. Je ne savais pas qu'il était fiancé. Il m'a dit qu'ils étaient séparés. J'ai été trompée, moi aussi. Quelle menteuse. Mais je m'en fichais, qu'ils se dévorant entre eux. Au bout d'une semaine, ma mère est venue. Elle n'a pas prévenu. Elle a juste sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, elle m'a regardée avec ses yeux critiques habituels, scannant ma tenue négligée, mes cheveux en bataille, l'appartement en désordre. Je m'attendais à des reproches. Tu as fait un scandale. Tu aurais dû être plus discrète. Mais elle n'a rien dit. Elle a posé son sac. Elle a ouvert ses bras. Et je me suis effondrée contre elle. Je suis redevenue une petite fille de 5 ans. C'est bien, a-t-elle murmuré en me caressant les cheveux. C'est bien, ma fille. Tu as été courageuse. Plus courageuse que je ne l'aurais jamais été. Elle est restée 3 jours. Elle a cuisiné. Elle a rangé. Elle a rempli l'espace vide avec sa présence rassurante et bavarde. Le dernier jour, avant de repartir pour Paris, elle m'a dit « Maintenant, Camille, il faut nettoyer. J'ai déjà fait le ménage, maman. » Non, pas la poussière, les souvenirs. Cet appartement, il pue le Louis. Tu ne pourras pas vivre ici tant que tu n'auras pas exorcisé ces fantômes. Elle avait raison. Dès son départ, j'ai commencé le grand nettoyage. Ce n'était pas du ménage. C'était une purge. J'ai rassemblé tout ce qui restait de lui, ici, ces quelques livres oubliés. Sa brosse à dents de rechange, les coussins qu'il avait choisis et que je détestais. J'ai tout mis dans des sacs poubelles noirs. Puis, je me suis attaquée au mur. La chambre était peinte en bleu roi, une couleur que Louis adorait car elle faisait masculine et statutaire. Je détestais cette couleur. Elle m'étouffait. Je suis allée acheter des pots de peinture, blanc cassé, ocre doux, des couleurs de lumière, de terre, de chaleur. J'ai passé 2 jours à peindre. J'étais couverte de taches de peinture, je sentais le solvant, j'avais mal aux bras. Mais chaque coup de rouleau était une libération. Je recouvrais son goût, je recouvrais son empreinte. Quand la chambre a été finie, elle était lumineuse, apaisante. Elle ne ressemblait plus à une garçonnière de luxe. Elle ressemblait à un sanctuaire. Mais il restait le plus dur, la cicatrice. Pas celle sur le mur, celle sur ma peau. Le docteur Arnaud avait raison, le stress l'avait inflammée. Mais maintenant que le stress retombait, la douleur changeait. Elle n'était plus aiguë. Elle était sourde, comme une vieille amie encombrante. Un matin, j'ai pris rendez-vous avec un tatoueur réputé de Lyon. Pas pour l'effacer, c'est impossible, mais pour la transformer. L'homme, un artiste nommé Kael, a regardé ma poitrine avec respect. « C'est une belle balafre », a-t-il dit sans détour. « Elle raconte une histoire. Vous voulez la cacher ?»« Non », ai-je répondu. « Je veux qu'elle fleurisse. » Nous avons travaillé ensemble sur le dessin, une branche de cerisier en fleurs délicate, qui suivrait la ligne de la cicatrice. Les fleurs roses et blanches naîtraient du tissu cicatriciel boursouflé. La séance a duré 4 heures. La douleur de l'aiguille était différente de celle du couteau. C'était une douleur choisie, une douleur créatrice. Quand je suis sortie du salon de tatouage, je me sentais légère. La marque de la violence de Louis était devenue une œuvre d'art. Le mois de janvier l'a passé. Février est arrivé avec ses premières promesses de printemps. Je me suis remise au travail. J'ai contacté mes anciens clients. J'avais peur qu'ils me rejettent à cause du scandale. Au contraire. La rumeur de ma résistance avait fait de moi une sorte d'icône locale. Les femmes, surtout, voulaient travailler avec l'architecte qui ne se laisse pas faire. J'ai décroché un gros contrat, la rénovation d'une vieille librairie dans le Vieux-Lyon. Un projet de rêve, de la pierre, du bois, de l'histoire. Je passais mes journées sur le chantier, casque sur la tête, plan à la main, je dirigeais les ouvriers. Je criais pour me faire entendre par-dessus le bruit des perceuses. Je riais avec les maçons. Je me sentais vivante, utile, compétente. Je n'étais plus la fiancée de Louis Fournier. J'étais Camille Moreau, architecte DPLG. Mais le passé a des griffes longues. Un mardi pluvieux de février, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, papier, timbre. L'écriture était fine, pointue, aristocratique. C'était la mère de Louis. Madame Geneviève Fournier. J'ai hésité à l'ouvrir. Je pouvais la brûler. Je pouvais l'ignorer. Mais la curiosité, elle a été plus forte. Et puis, je ne craignais plus ces gens. J'ai ouvert l'enveloppe. Camille, j'espère que cette lettre vous trouvera satisfaite de votre vengeance. Vous avez détruit mon fils. Il vit désormais dans un studio de 20 mètres carrés en banlieue. Il a perdu son travail. Il a perdu ses amis. Il boit. Je ne vous écris pas pour demander pitié. Je vous écris pour vous dire que vous êtes une femme cruelle. Vous aviez promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Vous avez fui au premier obstacle. Gardez l'appartement. Gardez votre fierté.
Mais sachez qu'une femme qui détruit son mari ne trouvera jamais la paix. Adieu, GF. J'ai lu la lettre 2 fois. La première fois, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Le vieux réflexe conditionné. Oh mon Dieu, j'ai fait du mal, je suis méchante. La deuxième fois, j'ai éclaté de rire. C'était tellement eux. Pas un mot sur ce que Louis avait fait. Pas un mot sur le vol, la trahison, l'adultère, l'humiliation publique qu'ils m'avaient préparé. Dans leur monde, Louise était la victime. J'étais le monstre parce que j'avais refusé d'être la victime. Ils ne changeaient pas. Ils ne changeraient jamais. C'était une caste de gens qui croyaient que les autres existaient pour les servir. J'ai pris la lettre. Je suis allée dans la cuisine. J'ai allumé le brûleur de la gazinière. J'ai tenu le coin du papier au-dessus de la flamme bleue. Le feu a mordu le papier. L'écriture pointue de Geneviève a noirci, s'est recroquevillée. Une femme qui détruit son mari. Je n'ai pas détruit mon mari, Geneviève, ai-je murmuré à la flamme. J'ai sauvé votre fils de lui-même. Ou du moins, j'ai essayé. Maintenant, c'est son problème. J'ai laissé la cendre tomber dans l'évier. J'ai ouvert le robinet. L'eau a emporté les restes gris vers les égouts. C'était le dernier lien. Louis avait essayé de revenir par l'intermédiaire de sa mère pour me faire sentir coupable. C'était sa dernière carte, la culpabilité. Et elle venait d'échouer. Ce soir-là, j'ai invité des amis à dîner. Pas les amis de Paris. De nouveaux amis. Sophie, la libraire avec qui je travaillais. Marc, l'ébéniste du chantier. Nous avons mangé une raclette, simple, conviviale. Nous avons bu du vin blanc de Savoie. À un moment, Marc a remarqué mon tatouage qui dépassait légèrement de mon col. « C'est joli », a-t-il dit. « Des fleurs de cerisier. Ça symbolise le renouveau. Non, j'ai touché l'encre sous ma peau. Oui, et la fugacité de la vie. Ça rappelle qu'il ne faut pas perdre de temps avec des choses qui ne fleurissent pas. » Et c'était quoi avant, a demandé Sophie, curieuse. J'ai souri. Un vrai sourire qui montait jusqu'aux yeux. Une erreur de jeunesse, une vieille blessure qui a mal cicatrisé, mais c'est réparé maintenant. Vers minuit, mes invités sont partis. Je suis restée seule dans le salon silencieux. Mais ce n'était plus le silence vide du début. C'était un silence habité, chaleureux. Je suis allée sur le balcon. La pluie avait cessé. Le ciel était dégagé. On voyait la lune se refléter sur la Saône. J'ai pensé à Louis dans son studio de banlieue. Je me suis demandé s'il pensait à moi. Probablement. Il devait me haïr. Il devait ressasser sa colère, se raconter qu'il était incompris. Je n'avais plus de haine. La haine, c'est encore un lien. C'est de l'amour qui a tourné. Je ressentais de l'indifférence. Et c'était ça, la véritable liberté. Soudain, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Et si c'était lui, j'ai décroché. Allô, Mademoiselle Moreau, c'est le secrétariat du prix d'architecture de la ville de Lyon. Il était 23 heures. Étrange. Oui. Désolée de vous appeler si tard, mais nous venons de délibérer. Nous voulions vous annoncer une bonne nouvelle avant la publication officielle demain. Votre projet de réhabilitation des quais, celui que vous aviez soumis il y a 6 mois, je l'avais oublié. J'avais envoyé ce dossier avant la fin du monde, à une époque où je cherchais désespérément à prouver ma valeur à lui. Oui, vous êtes lauréate. Premier prix. Le jury a été unanime. Ils ont parlé d'une sensibilité rare et d'une capacité à transformer les cicatrices urbaines en lieux de vie. J'ai senti les larmes monter, de vraies larmes de joie cette fois. Transformer les cicatrices en lieux de vie, c'était ironique, c'était prophétique. Merci, ai-je soufflé. Merci infiniment. La remise des prix est le mois prochain. Vous pourrez venir, je serai là. J'ai raccroché. J'ai regardé la ville, Lyon ma ville. J'avais perdu un mari qui ne m'aimait pas. J'avais perdu quelques amis hypocrites. J'avais perdu mes illusions. Mais j'avais retrouvé ma ville, mon métier, ma dignité et mon avenir. Le prix de la liberté avait été élevé. 30 000 euros. 30 000 euros. Non, bien plus. Le prix avait été mon innocence. Mais en regardant la lune briller au-dessus des toits, je me suis dit que c'était une bonne affaire. J'ai fermé la fenêtre, j'ai éteint la lumière du salon. Dans l'obscurité, je me suis dirigée vers ma chambre, vers mon lit, au drap frais, vers mes rêves qui m'appartenaient enfin. Demain, j'avais une librairie à finir. Et après-demain, un prix à recevoir. La vie ne faisait que commencer. Un an. 365 jours. C'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire le tour du soleil. C'est le temps qu'il faut pour qu'une saison revienne. C'est le temps qu'il m'a fallu pour renaître. Nous sommes le 8 décembre. Lyon est en fête. C'est la fête des Lumières. La ville entière scintille comme un bijou posé sur le velours noir de la nuit. Des millions de bougies tremblotent sur les rebords des fenêtres et des installations artistiques grandioses projettent des rêves technicolores sur les façades des cathédrales et des musées.
Je marche rue Saint-Jean, au cœur du Vieux-Lyon. La foule est dense, joyeuse, compacte. Ça sent le vin chaud, la cannelle, les marrons grillés et le froid vif de l'hiver. Il y a un instant, je fuyais Paris en basket, une robe de mariée déchirée sous mon manteau, le cœur en miettes. Ce soir, je porte une robe de cocktail en velours vert émeraude coupée en V dans le dos et un manteau en laine ouvert. Je porte des talons hauts, je marche la tête haute. Je sors de la réception donnée à l'hôtel de ville. Le projet de la librairie du temps suspendu a été inauguré ce matin. Le maire m'a serré la main, la presse locale m'a photographié. Sur la photo qui paraîtra demain dans Le Progrès, on verra mon sourire, un vrai sourire. Et on devinera, sous l'encolure de ma robe, le début d'une branche de cerisier en fleurs tatouée sur ma peau. Je ne cache plus ma cicatrice. Je l'habille. Camille, attends-nous. Je me retourne. C'est Sophie, la libraire, et Marc, l'ébéniste. Ils courent pour me rattraper, leurs joues rosies par le froid. Tu marches trop vite pour nous, rit Sophie. On voulait aller boire un dernier verre sur la presqu'île. Tu viens. J'hésite. La fatigue de la journée commence à se faire sentir. Mais c'est une bonne fatigue, celle du devoir accompli. Allez, Justin, dis-je, c'est la fête, après tout. Nous traversons la passerelle du palais de justice pour rejoindre l'autre rive de la Saône. L'eau noire reflète les lasers bleus et violets qui balayent le ciel. C'est magique, c'est une ville de contes de fées. Au milieu de la passerelle, la foule ralentit. Il y a un musicien de rue qui joue du violoncelle. Une mélodie de Bach, grave et profonde, qui tranche avec l'euphorie ambiante. Je m'arrête un instant pour écouter. La musique me touche. Elle me rappelle que la beauté naît souvent de la mélancolie. Et c'est là, au milieu de la foule, que je le vois. Ou plutôt, je sens un regard pesant, familier, un regard qui me donne un frisson, non pas de désir mais de mémoire. Il est appuyé contre la rambarde du pont, à quelques mètres de moi. Louis. Le temps s'arrête. Le son du violoncelle semble s'éloigner, devenir ouaté. Il m'a vu. Il ne regarde que moi. Il a changé. Mon Dieu, comme il a changé. L'homme superbe, bronzé, arrogant, en costume italien sur mesure, a disparu. À la place, il y a un homme qui paraît 10 ans de plus que son âge. Il porte un manteau qui a connu des jours meilleurs, un peu élimé au poignet. Il n'est pas rasé. Ses cheveux, autrefois si soignés, sont un peu trop longs, un peu gras, parsemés de fils gris que je ne lui connaissais pas. Il tient une cigarette à la main, qu'il fume nerveusement. Nos regards se croisent. Pendant une seconde, j'ai le réflexe de fuir. Le vieux réflexe de la proie face au prédateur. Mon cœur s'emballe. Est-il venu pour me faire du mal? Est-il venu pour se venger? Puis, je respire. Je sens l'air froid entrer dans mes poumons. Je sens la solidité du sol sous mes talons. Je sens l'encre des fleurs de cerisier sur ma peau. Je ne suis plus une proie. Je dis doucement à Sophie et Marc, avancez un peu, je vous rejoins. J'ai une vieille connaissance à saluer. Ils me regardent, inquiets, mais ils comprennent. Ils s'éloignent de quelques pas, restant à portée de vue, protecteurs. Je m'avance vers Louis. Il ne bougeage pas. Il semble pétrifié, comme s'il voyait un spectre. Je m'arrête à 1 mètre de lui. La distance de sécurité sociale, la distance de l'indifférence. « Bonsoir, Louis », dis-je. Ma voix est stable, pas de tremblement. Il écrase sa cigarette sous sa chaussure. Un geste nerveux. « Camille », dit-il, sa voix est rocailleuse. « Tu es resplendissante. Merci, toi tu as l'air fatiguée. » Il rit. Un rire amer, sans joie. Fatigué. C'est un euphémisme. « Je suis fini, Camille, fille. » Il écarte les bras, montrant son allure négligée. Le pont, la nuit. Je travaille comme agent immobilier dans une petite agence de banlieue à Vénissieux. Je vends des studios à des étudiants fauchés. Moi, Louis Fournier. Tu te rends compte, il attend de la pitié. Il attend que je dise « Oh, c'est terrible, pauvre Louis ». Je hoche simplement la tête. C'est un travail honnête, Louis. Il n'y a pas de honte à ça. Il grimace comme si je l'avais insulté. Honnête. Tu parles toujours comme une sainte. C'est insupportable. Que fais-tu à Lyon? Demandait Tchitch. Tu n'es pas venu pour la fête des Lumières, j'imagine. Je suis venu te voir. Le vent se lève sur le pont, faisant voler mes cheveux. Je resserre mon manteau. Pourquoi? Parce que j'ai vu ta photo dans le journal ce matin, pour ton prix. Il me fixe avec une intensité désespérée. Je voulais voir si c'était vrai, si tu avais vraiment réussi sans moi, si tu étais vraiment heureuse. Et quelle est ta conclusion? Tu as l'air différente, plus dure, plus solide, corrigeai-je. Il s'approche d'un pas. Je ne recule pas. Je le regarde dans les yeux. Je vois le fond de son âme et c'est un puits vide. Il n'y a plus de colère en lui, juste un immense regret et une incompréhension totale de ce qui lui est arrivé. « Camille, murmure-t-il, est-ce que tu penses à nous? Parfois, rarement.
Le mot claque comme un fouet. Il tressaille. Comment peux-tu dire ça? On allait se marier. Tu as failli mourir pour moi. J'étais ta vie. Tu étais une leçon, Louis, une leçon très chère, très douloureuse, mais nécessaire. Une leçon, s'étrangle-t-il. Je t'aimais. À ma façon tordue, peut-être, mais je t'aimais. Clara n'était rien. Si tu avais juste fermé les yeux, si tu avais juste accepté d'être une épouse compréhensive, on serait à Paris en ce moment, on vivrait dans le luxe. On serait heureux. C'est là, dans cette phrase, que réside toute sa tragédie. Il ne comprend toujours pas. Un an après, il pense encore que le problème, c'était ma réaction, pas son action. Je souris tristement. C'est ça que tu ne comprendras jamais, Louis. Le bonheur, ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas fermer les yeux sur le mépris. Le bonheur, c'est de se regarder dans le miroir le matin et de ne pas avoir honte de celle qu'on voit. Il baisse les yeux. Il regarde ma poitrine, là où le manteau est ouvert. Il voit le tatouage qui dépasse. Tu as couvert la cicatrice, dit-il. Je l'ai fait fleurir. Elle était à moi, cette cicatrice. C'était ma marque. Non, Louis, c'était mon corps. Et maintenant, il m'appartient à nouveau. Il tend la main, comme pour me toucher, comme pour toucher le tatouage. Je fais un pas de côté, esquivant son geste avec fluidité. Ne me touche pas. Il laisse retomber sa main. Il a l'air vaincu. Je suis seule, Camille. Mes parents me parlent à peine. Mes amis, tu sais ce qu'ils sont devenus. Clara s'est mariée avec un producteur de 60 ans. Je n'ai personne. Tu as toi-même, dis-je. C'est le moment d'apprendre à vivre avec toi-même, Louis. C'est le travail le plus dur. Est-ce qu'il y a une chance, une toute petite chance? Si je change, si je prouve que... Je le coupe doucement. Non, le non est absolu. Il n'est pas en colère, il est factuel. Comme dire qu'il fait nuit. Pourquoi demande-t-il, les larmes aux yeux? Parce que je ne t'aime plus. Et plus important encore, je m'aime, moi. Je vois la lumière s'éteindre définitivement dans ses yeux. Il comprend. Enfin, il n'y a pas de négociation possible, pas de manipulation possible. La porte est non seulement fermée, elle a disparu. Il est face à un mur. « Adieu, Louis, dis-je, je me retourne. Je n'attends pas sa réponse. Je marche vers Sophie et Marc, qui m'attendent au bout du pont. « Tout va bien ?» demande Sophie, en me prenant le bras. Je regarde par-dessus mon épaule, une dernière fois. Louis est toujours là, minuscule silhouette sombre, accoudée à la rambarde, perdu au milieu de la foule lumineuse. Il regarde l'eau noire couler sous le pont. Il fait partie du passé. Il est une ombre dans ma ville de lumière. Oui, dis-je en souriant à mes amis. Tout va parfaitement bien. On va boire ce verre. Je crois que j'ai envie de champagne. Nous repartons. Nous nous enfonçons dans les ruelles animées de la presqu'île. Autour de nous, la fête bat son plein. Des projections d'images géantes transforment la façade du musée des Beaux-Arts en un jardin luxuriant qui pousse à vue d'œil. Des fleurs géantes s'ouvrent sur la pierre. Des lianes grimpent vers le ciel. Je regarde ces fleurs de lumière. Je touche les fleurs d'encre sur ma peau. Je pense à cette phrase que ma grand-mère me disait quand j'étais petite. On ne peut pas empêcher les oiseaux de malheur de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. J'ai détruit le nid de malheur. J'ai construit ma propre maison. Je marche et mes talons claquent sur les pavés lyonnais avec un son clair, rythmé, joyeux. Tac, tac, tac. C'est le bruit d'une femme libre. Je lève les yeux vers le ciel d'hiver. La neige recommence à tomber, fine, légère, brillante comme de la poussière de diamant. Un flocon se pose sur ma joue et fond instantanément, comme une larme de joie. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être un nouvel amour. Peut-être d'autres défis. Peut-être simplement la paix. Mais je sais une chose, plus personne, jamais, ne me fera croire que je vaux moins qu'un sac à main. Plus personne ne me fera croire que l'amour est synonyme de sacrifice silencieux. Je suis Camille Moreau. J'ai survécu à la lame, j'ai survécu à la trahison. Et ce soir, je suis lumière. La caméra s'éloigne lentement, montant vers le ciel, englobant la foule, les lumières, la ville et cette petite femme en vert émeraude qui avance d'un pas décidé vers son destin. L'image devient floue, se transformant en une myriade d'étincelles.